Bonjour à tous, bienvenue et merci de votre présence. On attend peut-être encore quelques instants que les dernières personnes se connectent et voilà, je vois on est un petit peu plus de 20-25, ça augmente au fur et à mesure. Donc nous sommes C2RP, Hauts-de-France. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce 23 septembre pour participer donc à la conférence de Stéphane Diebold sur la digitalisation de la formation, sujet ô combien d'actualité. Donc nous allons commencer par une brève présentation donc du C2RP qui organise cette conférence, puis je laisserai la parole à Stéphane qui se présentera d'abord en premier lieu, puis entrera dans le vif du sujet. Donc, voilà. Donc le C2RP, alors pour la majorité d'entre vous, donc vous allez voir un petit peu qui participait. Donc pour la majorité d'entre vous, vous êtes des Hauts-de-France, donc généralement vous connaissez le C2RP, donc qui est financé et présidé alternativement par l'État et la région. Nous sommes donc constitués en groupement d'intérêt public, administrés par des partenaires sociaux et des acteurs économiques de notre région. Nous sommes également donc membres du CREFOP et nous faisons partie donc du réseau des CARIFOREF. Donc à ce titre, nous avons donc diverses missions, 4 principalement, sur l'observation, l'accompagnement, l'information et la collecte, autour donc toujours de l'emploi, la formation et de l'orientation professionnelle. Sur notre site, vous allez trouver des enquêtes, des études, des diagnostics qui qui appuient les instances régionales dans le choix et les orientations, les axes stratégiques à mettre en place sur la région. On accompagne avec notre expertise, on informe tous les acteurs de la formation professionnelle, de l'accompagnement, de l'orientation. Et puis, vous nous connaissez bien souvent par la collecte, puisque vous venez déposer vos offres de formation sur le site de C2RP. Et on a aujourd'hui une base de données régionale qui reprend toute l'offre de formation professionnelle. Et c'est bien souvent par ce biais que vous connaissez le C2RP. Alors, le C2RP, c'est aussi une newsletter, et plus particulièrement, donc depuis ces quelques années, c'est aussi l'innovation. Et une réflexion qui a été menée ces derniers temps a mené donc à une concrétisation aujourd'hui qui s'appuie sur notamment trois briques principales. C'est une page web qui est dédiée à l'innovation. Je vous ai mis le lien juste en dessous où vous allez pouvoir trouver des informations donc pour vous informer sur toutes les innovations pédagogiques, numériques. Vous allez également pouvoir vous inspirer de ce qui existe déjà avec une cartographie des projets innovants sur notre territoire. Et puis, vous aurez aussi des éléments pour passer à l'action, pour développer des compétences, par exemple. Le cycle de webinaires comme le cycle de conférences d'aujourd'hui font partie aussi de ce développement de connaissances et de compétences. Donc, un cycle de 9 webinaires qui permettent surtout une acculturation au monde digital, au monde du numérique. Et puis, 3 conférences animées et présentées par Stéphane Diebold, où je dirais que c'est plus le levier stratégique, une vision stratégique de cette numérisation et de la digitalisation de la formation qui concerne donc les organismes de formation. Voilà pour la réflexion aujourd'hui qui est menée par rapport à l'innovation au niveau du C2RP. Alors, je vous parlais de 3 conférences aujourd'hui. Donc, la première sur la digitalisation de la formation, une deuxième donc le 19 octobre pour aborder les méthodes pédagogiques innovantes et le 24 novembre pour parler du marketing de l'offre.
Donc aujourd'hui, eh bien, vous avez la chance d'avoir donc Stéphane Diebold, agitateur d'idées, créateur de réalité. Et côté C2RP, ben voilà, moi c'est Sylvie Davenel, donc chef de projet innovation au sein du C2RP. Et puis, pour réaliser cette conférence, on a aussi mobilisé donc l'équipe professionnalisation du C2RP et puis d'autres chefs de projet. Voilà, c'est un travail d'équipe, en équipe qu'on a constitué ce cycle. Voilà, donc Stéphane Diebold, c'est à vous. Alors juste peut-être j'ajoute que on souhaite que cette conférence soit la plus interactive possible. Vous avez donc un onglet questions et surtout n'hésitez pas, si dès à présent vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer. Comme ça, au fil de l'eau, je les lis et j'interpelle donc l'intervenant pour répondre à vos questions. Le but, c'est que vous repartiez avec un maximum d'informations concrètes et qui soient proches de vos problématiques à vous. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller en disant et concrètement, et comment, et si, voilà. N'hésitez vraiment pas. Ce sera, je dirais, ça va nous donner un rythme aussi au niveau de la conférence qui sera très agréable. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, j'arrête de parler. Stéphane, c'est à vous. Merci Sylvie, merci pour cette présentation. Donc je vais juste me présenter en quelques mots. Je suis Stéphane Diebold, j'ai 2 casquettes principales. Je suis le président de l'AFEN. Donc l'AFEN, c'est l'Association française des responsables de formation. Ce sont ceux qui achètent les formations aux organismes de formation. On est 10 000 sur l'ensemble du territoire il y en a 20% qui sont un peu à l'extérieur du territoire, principalement francophones. Donc ça, c'est le premier élément. C'est une association qui est assez dynamique, tout particulièrement sur la numérisation. On a lancé le MOOC du responsable de formation. 12 000 personnes nous ont suivis avec l'Université de Caen. On a lancé la première radio, format radio. Je vous invite à la suivre parce que vous avez à la fois des responsables de formation qui s'expriment sur des émissions. C'est gratuit. Vous trouvez ça sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou le site formatradio.fr suivant votre façon de consommer des podcasts. On va y revenir. Et puis, avec Temna, on va lancer un incubateur des organismes de formation pour aider les gens à la fois à pouvoir animer davantage les formations, c'est-à-dire comment j'anime en présentiel, ça tout le monde a à peu près ces techniques, comment j'anime en présentiel et en numérique, comment je fais une pédagogie avec un écosystème et derrière comment j'en vis. Parce qu'à un moment, c'est bien beau de faire des produits de formation, quels sont les moyens que j'ai de pouvoir répondre au marché monétisé de la formation. Et là, il y a quelques changements, quand même, des trucs assez intéressants, ce que je vais vous présenter dans cette conférence. Donc, si ça vous intéresse, alors n'hésitez pas à ce que disait Sylvie, intervenez quand vous voulez pour dire vous êtes d'accord, pas d'accord, vous avez des questions. Dans ces cas, j'y réponds avec plaisir. Et puis, vous avez pas mal d'éléments que vous avez sur les supports qu'on vous a donnés de façon à ce que vous ayez du référentiel, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident de prendre des notes, ou je parle vite aussi, ça compte aussi dans ces cas-là. Puis, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Si vous trouvez que vous avez des questions alternatives, à la fin, on finira la conférence. Comme disait Sylvie, il faut que vous ayez des matériaux et que vous voyez qu'il y a plein de belles choses à faire, plein de choses intéressantes. Simplement, il y a des nouvelles façons de faire. Voilà. Donc, et dans ces cas-là, on a 3 conférences. Sur les 3 conférences, celle-ci, on va traiter la digitalisation. La pédagogie sera la prochaine. Comment je crée un écosystème, c'est un produit qui appelle un autre produit. Ça, c'est très important. La relation apprenante. Et puis après, le marketing. C'est-à-dire comment je crée un produit et comment j'en parle, comment je le construis et quels sont mes outils pour faire un produit qui soit vendable sur un marché que j'ai identifié avec une cible qui est plus ouverte que traditionnellement, suivant ce qu'on fait. L'idée, ce que je propose là, c'est le fait aussi de dire, si je vais digitaliser, j'ai choisi cet angle qui en vaut un autre, c'est comment digitaliser quand on n'a pas beaucoup de moyens, mais beaucoup d'envie. Voilà. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est que la digitalisation ne coûte pas cher, sauf qu'il faut la penser bien. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, ça va nous enlever pas mal d'outils qui coûtent un peu cher, mais qui ne sont pas très vite opérationnels. Et je vous donnerai des trucs qui vont vous permettre de dire ça marche très bien. Quand vous allez le vendre, l'écho que j'en ai, la chance d'avoir la FEN, c'est qu'effectivement, j'entends les responsables de formation nous dire ce qu'ils veulent faire. Et donc là, on dit, on peut leur vendre quelque chose. Et donc, ça veut dire qu'ils ont un intérêt. Et si moi, je me cale sur leur intérêt, je peux leur proposer quelque chose qui ne soit pas trop lourd à organiser.
Hein, vous aurez des trucs et astuces pour devenir riche. Et on terminera par ça. Comment devenir riche quand on en a envie. Ça, c'est ceux qui restent jusqu'à la fin. Hein, donc ça, c'est la clé. Alors, pour démarrer sur peut-être deux éléments, on parle de digitalisation, de numérisation. Donc, souvent, les deux termes sont bons. Digitalisation, c'était le terme qui était lancé au début du numérique. C'est le fait de dire, c'est quand on utilise les doigts, hein, comme ça l'étymologie le donne. Simplement, ça veut dire c'est quand on avait l'interface avec le clavier. Donc, on digitalise comme ça. Aujourd'hui, c'est moins vrai, la digitalisation, parce qu'il y a plein d'interfaces qui se font sans le clavier. On peut penser à tout ce qui est le Vox Learning ou des choses comme ça, où je parle à la voix, j'enseigne, etc. Donc ça veut dire qu'effectivement, logiquement, il faut mieux parler de numérisation, parce que c'est les codes 0, 1. Mais comme en fait les États-Unis sont faiseurs de concepts et qu'ils ont choisi digitalisation, si on veut faire américain, il faut dire on digitalise la formation, tout est bien. Ou alors vous êtes le village rebelle, alors là vous numérisez et parce que vous êtes militant sur le sujet. J'ai écrit un article qui était assez intéressant que je vous ai donné en lien, en tout cas sur le titre. Pourquoi personne n'aime le e-learning? 3 dates sur le e-learning et la première date l'explique. Ce qui est intéressant, c'est que le e-learning existe depuis longtemps, mais le e-learning comme on l'entend aujourd'hui, c'est fait en grande quantité, il existe depuis 1981. En 1981, ce qui est arrivé, c'est que pour la première fois, il y avait le personal computer d'IBM, donc chaque personne avait son ordinateur personnel. Alors, s'il y a des gens qui sont d'un certain âge, mais toujours frais d'esprit, qui ont connu cette période, qui étaient peut-être nés, qui ont connu des grands-parents de cette époque, à ce moment-là, les disquettes étaient molles, on mettait la disquette dans l'ordinateur, qui n'était pas connecté, mais qui permettait justement de s'entraîner, de faire des exercices, etc. Cette période, ça a permis par exemple en 83 de faire le Macintosh, donc c'est là où la grande tendance, chaque cadre supérieur avait son ordinateur à la maison. Et ça change beaucoup de choses, c'est qu'on peut le faire, on peut faire du travail chez soi et non plus simplement au bureau. Donc en termes de sociologie, ça change quand même beaucoup. Ça a créé quelque chose de vraiment important, c'est le one-to-one. Je suis moi tout seul face à ma machine. Et dans le e-learning, le one-to-one, personne n'aime ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on se dit, si moi je suis tout seul face à ma machine, je m'ennuie, j'ai des exercices qui sont souvent très standardisés, donc je répète bêtement, et il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'envie, c'est pas festif. Donc ça veut dire que les apprenants trouvent ça un peu lourd. Donc ils ont intérêt à être bien calibrés pour la machine, et ils ont intérêt à s'auto-motiver seuls. Donc certaines catégories le sont plus, ceux qui ont fait des études déjà, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est nul. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est apprendre avec les autres. Et les gens qui préfèrent être seuls face à la machine, ce sont souvent des sociopathes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas besoin des autres pour apprendre, alors qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est quand je vous entends, quand vous me posez des questions, je rebondis sur vos questions, vous m'alimentez autant que je vous alimente. Et quand je vous vois vous entraîner sur quelque chose, je vois comment vous fonctionnez, ce qu'on appelle les neurones miroirs, et là, je me dis c'est chouette. Ou alors c'est pas chouette d'ailleurs, et je peux me dire, mais si lui il y arrive, moi je peux très bien y arriver. Et cette façon d'apprendre ensemble, l'homme est fait pour apprendre ensemble. Voilà. Apprendre avec une machine, c'est plus délicat et ça nécessite d'avoir une écriture différente de la pédagogie. Donc, ce qui fait qu'à partir de 81, on a choisi d'écrire la digitalisation de façon pénible. C'est pour ça que quand on interroge les gens, ils vous disent « moi, je préfère le présentiel ». Et ils ont raison, parce que les façons d'écrire le numérique sont toujours encore pénibles. Donc ça, c'est la première date, c'est pour vous en donner 3, ça vous permet un peu de caler les sujets. Il y a une deuxième date qui est assez intéressante, même si elle n'a pas donné tout son potentiel, c'est 2007. En 2007, ce qui est sympa, et là tout le monde était né, parce qu'on est dans le bon siècle, c'est la naissance de l'iPhone. Avec en 2008 la naissance de iTunes, qui est la plateforme qui permet justement d'avoir des applications. Et ces applications, ça permet à chacun de télécharger sur son mobile, pour apprendre du vocabulaire, pour apprendre des choses comme ça. Donc, ça veut dire que le mobile learning est né à ce moment-là. Et est né massivement. Il y avait toujours des expériences, comme avant 80, il y a eu des choses intéressantes, mais ça intéressait que quelques élites qui étaient dans un coin. Il n'y avait pas cette massification. Donc le mobile learning est assez intéressant parce que ça a permis... C'est une date qui est doublement intéressante. La première, c'est que ça a permis de faire un copier-coller de ce qui était fait en filaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une créativité en se disant, puisqu'on peut bouger, on va profiter de l'environnement pour faire quelque chose.
Voilà. Géolocalisation, ça peut avoir du sens, etc. Ça n'a pas été abordé comme ça. On a fait copier-coller sur un langage un peu différent sur le numérique. En 2007 aussi, il y a eu la naissance du streaming au sens où justement, c'est à ce moment-là que Netflix a fait complètement basculer sur un modèle assez original d'ailleurs, complètement basculer, lui qui travaillait, qui était le leader du CD-ROM, il a fait basculer son système en streaming, là où tous les experts disaient c'est un peu débile, il se suicide en direct, et tous les experts, puisqu'il était déjà sur les marchés financiers, donc les gens donnaient leur avis, finalement, tous les experts ont dit c'est c'est une décision complètement absurde. Et pendant 3-4 ans, il y a eu une critique très très sévère. Donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas lever de capitaux, etc. Parce que les gens n'avaient pas confiance. Les experts disaient c'est nul. Voilà. Et après, il s'avère que le streaming a eu un avantage énorme. C'est que ça a permis justement de créer ce qui était arrivé, troisième date, après 81, après 2007, et ben c'est 2020. Donc là, c'est frais dans nos esprits, c'est le confinement, mars 2020, où à partir de ce moment-là, effectivement, on est rentré dans un nouveau monde, qui est le monde de la classe virtuelle. Et la classe virtuelle repose sur des technologies de 2007, donc le streaming principalement. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la classe virtuelle, pour la première fois, le numérique a commencé à repenser le collectif massivement. Alors d'abord parce que c'était interdit de se rencontrer, donc forcément, soit les organismes de formation disparaissaient, soit effectivement, ils s'ajustaient. Ça permet de faire ce qu'on appelle le one to few, voilà, et le one to many, c'est-à-dire que les classes virtuelles et les visioconférences. Et on s'aperçoit que quand on prend un Zoom, puisque c'est Zoom qui a révolutionné le marché, un Zoom pour 15 €, 24 heures sur 24 sur un mois complet, on peut faire des conférences, on peut faire venir du monde. Après, il faut les faire venir, hein. Mais en tout cas, le support technique est assez intéressant, très ergonomique. C'est pas très compliqué, j'appuie sur le bouton, je rappuie sur le bouton pour le lancer, etc. Donc au bout d'un moment, on s'aperçoit que tout le monde peut le faire. Alors 2 remarques dessus. Une première remarque technique, c'est quand vous écoutez les experts de ces sujets-là, et donc je vous invite à aller dans les salons professionnels, entendre les discours des gens, avant 2020, tous les experts des classes virtuelles vous disaient qu'un animateur ne peut pas animer sans un accompagnement important. Autrement dit, si je vous donne l'outil, l'équivalent de Zoom, Teams à l'époque n'était pas aussi bien que maintenant, ils ont évolué, grâce à Zoom principalement, mais ça veut dire qu'en fait les gens disaient il faut un accompagnement très fort pour que les gens puissent se lancer. Et puis bien sûr, le prix était beaucoup plus cher, puisqu'on était quasiment à entre 7 et 10 fois plus cher que le prix de Zoom. Donc, et Zoom a cassé les prix, a créé une ergonomie du produit. On n'a pas besoin de faire des études, on n'a pas besoin de lire un manuel pour entrer dans Zoom, surtout quand on est invité. Et dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont lancés et on s'aperçoit que n'importe quelle personne peut se lancer. Il suffit de parler, d'échanger. Alors, il y a des techniques qu'on peut améliorer. Ça ne veut pas dire que tout le monde est bon, comme en présentiel, hein. Quand on est en présentiel, ce n'est pas parce qu'on met un animateur dans une salle qu'il est bon. Donc, il y a des façons, mais que finalement, c'est en pratiquant qu'on peut avancer. Et le grand changement de 2020, c'est ça la très grosse nouveauté, c'est qu'on a été obligé de passer au numérique. Il y a une étude qui me plaisait beaucoup en janvier 2020, donc 2 mois avant le confinement, une étude qui disait que 72% des organismes de formation ne pratiquaient pas de numérique. Tout était en présentiel. Donc, soit en 2020, ils se sont dit, soit on est obligé de passer à l'acte, soit on disparaît parce qu'effectivement, la pandémie, même si, vous vous en rappelez tous, chaque fois on vous disait non, mais c'est pour quelques semaines, pour quelques semaines, pour quelques semaines, et au final, on s'aperçoit que il fallait y aller, hein. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qu'on est rentré dans un nouveau monde. On a franchi un Rubicon. C'est que dans les 72% aujourd'hui, quand on interroge les organismes de formation, donc vous, 75% disent « moi, je veux garder un volet numérique ». Et c'est pas bête, hein, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on peut faire de l'argent, mais surtout aussi parce que les responsables de formation vous disent nous, on ne prendra des organismes de formation que si ils ont une capacité numérique. Autrement dit, si vous faites du présentiel, sauf si vous êtes excellent, très bon, qu'il n'y a pas de concurrence chez vous, etc., si on vous met en concurrence, si vous dites je ne fais pas de numérique, les responsables de formation vont de plus en plus et légitimement dire on n'en veut pas. Parce que demain, pourquoi légitimement? Parce que demain, s'il y a une nouvelle pandémie, il faut que leurs prestataires puissent s'ajuster très vite. D'accord? Donc, les responsables de formation se disent, motif de précaution, il faut pouvoir le faire.
C'est-à-dire, il faut avoir le Teams, Zoom ou Lightforce ou des outils comme ça. Hein. Ce n'est pas non plus un gros investissement, hein. Mais c'est intéressant. Donc ça, le premier élément de 2020 montre qu'on a fonctionné là-dessus. Avec une remarque qui n'est pas neutre, est-ce qu'il y a des gens qui ont pratiqué, qui ont profité du FNE formation? Donc, n'hésitez pas à le dire comme ça, et qui sont contents d'ailleurs, parce que c'était pas mal, moi je trouve, a priori. Alors, deux choses, c'était très bien, le FNE formation, très bien pour le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'un mois après le confinement, on s'aperçoit que le gouvernement propose une mesure d'accompagnement. En termes de réactivité, quand même, c'est bravo, parce que souvent, il y a des trucs, il y a des marges de progrès, comme on dit avec élégance, ou quand on a l'art de la litote, voilà. Et là, très bien, impeccable. Le FNE formation, ça permettait, je vous rappelle, hein, tout le monde pouvait prétendre automatiquement, c'était extraordinaire, auprès de la directe à l'époque, donc de dire que je peux faire une formation et je suis financé quasiment automatiquement, mais c'était vraiment automatiquement si je suis en dessous de 1 500 €. Donc ça veut dire qu'il y a une masse importante, surtout les grosses entreprises qui sont venues massivement profiter de ces fonds extraordinaires pour la formation. Donc ça, c'était le quoi qu'il en coûte, hein, pour remettre dans un environnement. Donc ça, c'était une belle démarche. Avec une remarque importante, 2020, si vous avez lu les chiffres, hein, 2020, on se retrouve avec des 366 000 personnes qui ont profité du FNE formation. Sur une année quasiment pleine avec le confinement, même s'il y a eu des ouvertures, etc. Vous avez suivi ça aussi bien que moi. Notez que tout le monde est content. Vous savez, si vous me lisez un peu, vous savez que je suis souvent un peu critique sur les mesures. Tout le monde est content de se dire que 366 000 personnes ont été formées grâce au FNE formation. Donc ça, c'est bien. Bravo. Mais combien de personnes à former en France? Et là, donc la question est rhétorique parce que je sais que vous ne répondez pas, mais ça veut dire que dans la démarche, il y a quand même, si on n'est que sur le secteur privé, il y a 19 millions de personnes. Et donc, quand on prend 350 ou 366 000 et qu'on ramène ça à 19 millions, on est en dessous de 2%. Autrement dit, quand on entend la ministre de l'époque dire que c'était un succès populaire, quand on a un peuple à 2%, c'est que ça s'appelle une élite. Hein. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est un des gros problèmes de la formation, de pouvoir atteindre tout le public qu'ils veulent atteindre. Et là, on s'aperçoit une fois encore qu'il y a un fléchage qui est particulier. Et donc, ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population qui passe sous le feu de ces mesures. Même si la mesure était très intéressante, très bien gérée, on n'alimente qu'une partie de la population. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déqualifient, ils ne se qualifient pas. Donc, ça veut dire que… Oui. J'ai une question justement qui peut s'en approcher parce que finalement, le fait de pouvoir toucher le plus grand nombre, peut-être que ça dépend des outils qu'on va utiliser. Et là, j'ai une question de Nicolas Perrier qui dit en vous écoutant donc parler de Zoom, de Teams, qui est quand même déjà sur des outils utilisés par des professionnels, mais il y en a un autre, c'est Meet de Google, qui est là accessible par, je dirais, tout à chacun, mais que vous ne citez pas. Alors, il demandait s'il y avait une raison particulière au fait de ne jamais citer Google Meet, et si vous aviez un avis sur ce sujet-là. Oui, j'en ai un. Donc, ça répond pleinement à la question. Et donc, c'est important l'interactivité. Non, c'est important par rapport au groupe. Sinon, on dit, tiens, il passe à côté du groupe. Donc là, la réponse est oui, j'ai un avis et il est très clair. Donc, l'élément, pourquoi je ne le cite pas? Parce que Google Meet qui existe, il y en a d'autres. Hein, il y en a, je citais Livestorm parce que justement, il est français, donc ça, c'est plutôt pas mal. La vraie question de ces outils-là, Google Meet est intéressant parce qu'il est gratuit pour une partie. Et l'inconvénient, d'ailleurs, Zoom aussi est gratuit jusqu'à 45 minutes. Il faut faire des formations que de 30 minutes, des accompagnements de 45 minutes, c'est top, après vous arrêtez. Vous les mettez en exercice pour avoir eu un problème de technique, on les met en exercice, et dans ces cas-là, vous les récupérez toutes les 45 minutes, faites un exercice, vous les déconnectez, vous vous reconnectez pour 45 minutes. Si vous avez 7 heures à faire dans une journée, ça va faire long, mais bon, au moins c'est gratuit. Pourquoi Google Meet, je ne le cite pas? Parce qu'il n'est pas très bon. Pas techniquement du tout, parce qu'il est très bien, il est impeccable, sauf qu'en fait, ces outils-là ont besoin de créer des sous-groupes.
Et jusqu'à présent, Google Meet n'a pas créé dans son système, alors qu'il n'y a pas le tableau interactif, bon, c'est dommageable, mais pas plus que ça. Mais simplement, quand vous voulez faire de la pédagogie, c'est intéressant quand vous avez un groupe de pouvoir le subdiviser. Et si vous choisissez un outil, que ce soit Cisco, enfin il y a plein d'outils aussi disponibles, vérifiez que vous puissiez utiliser des sous-groupes pour après pouvoir faire de la pédagogie. Vous leur donnez, surtout si vous avez des journées complètes avec eux, ce qui est tout à fait faisable, mais si vous parlez comme dans une conférence, bon, à la fin de la journée, vous êtes épuisé, vous avez épuisé tout le monde. Autrement dit, vous avez fatigué tout le monde et personne n'apprend rien. Donc, ce qui est intéressant, c'est de leur dire, on va créer 2 sous-groupes ou 3 sous-groupes, chacun va travailler dans son coin, et donc après, on fait des restitutions de groupes, et ça permet d'avoir de la pédagogie, ce qu'on appelle des pédagogies, soit en coproduction, soit des choses comme ça, soit des entreprises apprenantes, vous voyez, des World Café, des tables apprenantes, des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire. Quand on n'a pas cet outil-là, on reste sur de la conférence, ça veut dire qu'on reste sur des modes d'enseignement. Donc, ça veut dire que vous ne restez pas 7 heures à parler tout seul, quoi. Je veux dire, sinon, vous passez à côté du groupe. Autant, dans ces cas-là, faire un autre modèle. Vous vous enregistrez sur des formats de 1 heure, 1 heure, 1 heure, le temps que vous voulez, et vous mettez ça en ligne de façon à ce que les gens puissent vous écouter à leur rythme sur 7 heures. D'accord? Vous faites donc de l'asynchrone et non pas du synchrone. Et là encore, tous les outils quasiment, vous aviez Skype Pro qui était très bien, vous pouviez vous enregistrer, ça veut dire que vous appuyez sur le bouton, vous avez la vidéo, vous mettez un jingle si vous mettez votre logo avant et à la fin, et donc au final, vous avez un outil un peu sympa. Voilà pourquoi la préférence, et Teams n'était pas bien au début. Teams a été fait à la fois dans un premier temps pour concurrencer Slack. Et puis après, quand ils ont vu que Zoom démarrait, c'était pour concurrencer Zoom aussi. Donc au début, Teams de la pandémie n'était pas bien, je ne le conseillais pas, sauf si vous l'aviez automatiquement et que vous étiez obligé de le faire, vous faites ce pourquoi vous êtes obligé de faire. Voilà. Si votre client vous dit c'est Teams, vous dites j'adore. Sauf qu'effectivement, si on ne peut pas faire de sous-groupe, c'est pénible à organiser. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres techniques d'animation sur des modes galerie, etc. Mais vous avez un spectre moins large en termes de pédagogie, ce qu'on verra dans la deuxième conférence. Donc, voilà où va ma préférence. Mais aujourd'hui, quasiment tous introduisent à l'intérieur des sous-divisions. Meet ne le faisant pas, je trouve que c'est très intéressant pour faire de la conférence, de l'enseignement comme on veut à l'ancienne. Mais quand vous voulez faire de l'interaction, il passe à côté d'une partie de la pédagogie. Donc, mais après, tout le monde est bon. Et comme personne ne sponsorise, je peux le dire en toute honnêteté. Hein. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui sont de Google, qui sont prêts à me sponsoriser, je suis avec plaisir. On en parle à la fin, puisque vous pourrez aborder toutes les questions à la fin de la conférence aussi, même une fois la conférence terminée, pendant les quelques minutes qui suivent. Alors, voilà. C'est vrai, là, c'est la question des outils. Donc, je dirais, les outils, on verra ça plutôt, je dirais, sur la deuxième conférence, avec notamment le lien avec la pédagogie. Mais aujourd'hui, un organisme de formation qui s'est retrouvé obligé de digitaliser ou de numériser et qui aurait envie donc de mettre en place cette transformation digitale d'une façon sereine, par où il doit commencer? Déjà, il vient à la deuxième conférence. Parce que ça, c'est important, parce que c'est là où on va voir tous les outils. Donc, voilà, on va voir comment est-ce qu'on construit des MOOC, comment est-ce qu'on fait des choses comme ça. Donc, ça permet de voir les outils. L'élément, c'est que, premier élément, si c'est obligé, ce qui est le cas, premier élément, vous allez interroger celui qui vous oblige. Hein, en général, le responsable de formation de l'entreprise qui dit, voilà ce que je veux. Je veux que vous digitaliser, que vous numérisiez la formation. Très bien, impeccable, d'accord. Qu'est-ce que vous entendez par numériser? Et là, vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même des écarts significatifs. Souvent, c'est juste une classe virtuelle. Voilà. Ça peut être Classilio, hein, si on prend les gens qui faisaient de la classe virtuelle avant les outils d'industrialisation. Dans ces cas-là, vous dites, très bien, je fais une classe virtuelle, c'est pas très compliqué. Donc, posez la question, qu'est-ce qu'ils attendent, de façon à ce que vous ne réinventiez pas quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est sous la contrainte de ce qu'ils vous donnent. Maintenant, vous savez très bien que quand on est sous contrainte, c'est parce que vous réagissez. Si vous êtes toujours sous contrainte, c'est que vous n'avez aucune stratégie. Et donc, c'est là où on rentre en se disant, qu'est-ce que je veux faire dans le numérique? Et donc, la question est tellement bonne, finalement, que ça nous permet de passer à l'autre partie. Donc, ça, c'est bien fait. Hein. On fait un vrai binôme. C'est la première fois qu'avec Sylvie, on a la chance d'échanger. Mais en tout cas, on est vraiment en phase. Il se passe un truc fort. Donc, j'espère que vous le sentez. N'hésitez pas à le dire sur le chat. Il y a des façons de faire le numérique canal historique. Donc,
Donc, à minimum, et je vais vous donner un exemple assez intéressant. Sur Canal Historique, j'aime bien Canal U pour université. C'est en 2001. Vous avez alors un site qui est très intéressant pour ceux qui aiment la matière pédagogique, le site de Philippe Mérieux, dont les références sont données. Donc ça, c'est bien. Il y a un texte, c'est propre, parfois une petite vidéo. C'est un site qui est très bien construit, qui est un site d'universitaire. Hein. Philippe Mérieux est un des grands pédagogues contemporains. Il est sur la région de Lyon. Donc, vous avez plein de matériaux, vous aimez pas, mais ça vous sert de base. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un angle de vue, c'est passionnant. Canal U, c'est pareil. Ceux qui ont fait des études avec Canal U sont aperçus que on filme de plein pied, c'est-à-dire qu'on se met ici, on fait un enseignement, hein, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui parle, comme dans les amphis, donc on le filme, on fait un petit peu de montage, mais pas tant que ça, et donc au final, on retire la pause, et ça nous fait 3 heures de cours. Donc, si on 2h45, un truc comme ça, dans ces cas-là, on met les 2h45, le cours est en ligne, on l'a en replay. Et donc, ça, c'est la première action qu'on peut avoir en formation. C'est-à-dire que quand on est sur des outils de classe virtuelle, sous réserve des gens qui acceptent et donc ça nécessite de le mettre dans les conditions d'inscription, dans ces cas-là, on les enregistre. Autrement dit, on est capable de faire du replay. Alors, quand on dit on les enregistre, on se dit, bon, ça va coûter un bras, etc. Bah, pas du tout. Il suffit d'appuyer sur le bouton, vous avez l'enregistrement, vous avez la vidéo, alors vous rajoutez dessus pour faire un peu propre. Déjà, si vous avez un logo, vous avez créé une image de vous, voire un jingle, si vous avez construit un jingle, mettez ça au début. À la fin, vous mettez vos coordonnées pour ceux qui ont envie de vous contacter pour plein de raisons qui sont les leurs, dans ces cas-là, et vous avez monté une formation. D'accord? Donc, vous avez un outil de formation. Alors, vous le segmentez parce que si vous avez 1 heure complète, vous pouvez le segmenter, tout est bon. Et donc, vous avez quelque chose que vous pouvez mettre en ligne. Et pour le mettre en ligne, si vous n'avez rien pour vous lancer, ce n'est pas grave, vous avez YouTube. Quand vous avez YouTube, dans ces cas-là, vous allez sur YouTube, créer une chaîne privée. Donc, pour YouTube, vous savez que la chaîne est gratuite. Hein. On peut prendre Dailymotion aussi, hein, si vous êtes très français, parce que très francophile, etc. Et vous n'avez pas tort. Mais YouTube, l'avantage, c'est qu'ils ont un plus grand nombre. Mais vu que c'est privatif, on s'en tape. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, vous mettez ça en chaîne privée et vous dites, pour avoir accès à la chaîne privée, le replay, par exemple, eh bien, dans ces cas-là, vous dites à la personne, moi, je vous donne pendant 1 mois qui suit ma formation, le replay pour, premièrement, ceux qui n'ont pas pu venir. Si la formation dure un peu longtemps, il y a toujours un qui rate quelque chose, etc. Donc, ça donne une qualité que vous allez monnayer. Voilà. Et deuxième élément, vous dites peut-être qu'effectivement, dans les gens qui sont pas venus, dans les gens qui sont venus, il y a des gens qui se disent moi j'aimerais bien réfléchir. Il y a un passage qui m'a beaucoup plu, j'ai vachement appris, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc ils se repassent le replay, ça leur évite de prendre des notes. Un peu comme ici, d'ailleurs, vous allez, me semble-t-il, avoir le replay. Donc, vous pourrez le soir, avant de vous endormir, si vous dites, tiens, ce serait bien que je puisse m'endormir avec quelqu'un de bienveillant, voilà, que vous puissiez nous écouter. Voilà. Et ça vous permet quoi? Et ça se monnaie quand vous êtes en entreprise. D'accord? Donc, et c'est YouTube, hein, donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire en la matière. Donc ça, c'est des façons un peu classiques de faire de la formation, mais déjà, si vous systématisez cette façon de faire, vous avez un avantage par rapport à d'autres. Et vous restez bien sûr propriétaire de tous vos contenus, puisque l'autre élément consiste aussi à dire, certaines personnes ont des plateformes LMS. Donc, les plateformes LMS, vous savez ce que c'est? C'est ce que les entreprises possèdent, c'est un peu leur façon de ranger leur grain de formation. Donc, ils se disent, moi, j'aimerais bien que vous me donniez le contenu sur ma plateforme LMS. Donc, dans ce cas, vous vendez le contenu, tout simplement, avec le droit à l'image, avec le droit de redécouper, etc. Tout est bon et vous vendez, donc vous gagnez 2 fois sur la même formation, sachant qu'au final, effectivement, si vous avez des formations, par exemple sur l'actualité, c'est assez extraordinaire parce que vous avez beau leur vendre le contenu et les entreprises l'achètent volontiers. Dans ces cas-là, vous savez très bien que vu que ça repose sur de l'actualité, au bout d'un moment, ils sont obligés de vous faire revenir pour changer tout ou partie de la formation. Donc, c'est intéressant. Et eux, ils récupèrent la vidéo que vous avez montée, que vous pouvez customiser si le désir. Et dans ces cas-là, vous leur vendez en supplément de votre formation initiale. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Et vous avez besoin de quoi? Vu que vous êtes sur des classes virtuelles, que l'enregistrement, il suffit d'appuyer sur le bouton, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Autrement dit, si vous aviez un minimum, une stratégie numérique à faire, c'est premier élément, parce que la loi vous y oblige, vous prévenez les gens
Les logiciels le font aussi, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, mais vous prévenez les gens qui vont être enregistrés. Donc, parce qu'il peut y avoir aussi la personne dire « moi, je refuse d'être enregistré ». Donc, ça veut dire que ça peut être aussi un motif d'inscription. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous leur revendez le contenu, en général, mais c'est à vérifier. Donc, dans ces cas, vous pouvez flouter des personnes. Bon, en général, ils acceptent, ou alors ils enlèvent leur image aussi, mais ça leur permet d'avoir des matériaux. Et donc, ça veut dire que vous créez cette chaîne et vous revendez un minimum ces contenus-là. Donc ça vous permet d'avoir des matériaux sympas. Et si vous le faites systématiquement, vous avez un avantage intéressant, c'est que vous vendez du replay, et donc vous êtes numérique de par le synchrone, voilà, et de par l'asynchrone. D'accord? Et ça permet à l'entreprise ou à vous, je vais y revenir, parce que ça c'est un outil très intéressant, de pouvoir, une fois que vous êtes enregistré, vous n'êtes plus obligé de le faire en direct, donc vous pouvez développer différemment votre façon de travailler vos produits de formation. Donc, alors, je vous ai donné un exemple que je trouvais assez sympa, parce que je ne le trouve pas très, comment dirais-je, pas très compliqué à utiliser. Donc déjà, allez sur YouTube, regardez comment les gens fonctionnent. Et je vous ai donné le précepteur, qui est sympa, je trouve, parce que ça répond à une problématique, et je vous donne un exemple plus concret avec un organisme de formation. C'est un YouTuber phare, donc un YouTuber qui marche bien, 2017, donc ça ne fait pas non plus 15 ans qu'il existe, hein. Peut-être que sur YouTube, il n'y a pas beaucoup qui existent depuis 15 ans, mais ça veut dire qu'en fait, et ce qui est très intéressant, c'est que, et ça peut vous correspondre, quand vous travaillez sur la vidéo, la question c'est à quoi sert l'image. Voilà. Donc, est-ce que l'image apporte quelque chose? L'image n'apporte quelque chose que quand, par exemple, moi je vous explique quelque chose, donc sur une conférence, l'image est importante, ça vous permet d'accrocher l'autre avec les micro-signaux, etc. Ça vous permet de voir ce que je dis a l'air vrai ou pas, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça l'est pas, etc. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. On retrouve ça un peu suivant les pédagogies que vous utilisez, mais pas forcément. Et ce qui est très intéressant dans le précepteur, c'est que lui, il n'utilise pas du tout l'image, puisqu'en fait, on n'entend que la voix. Et au lieu d'avoir une image, donc il crée un décor avec l'image, alors c'est sur beaucoup la philosophie, donc sur Nietzsche ou sur des trucs comme ça, il met une photo de Nietzsche qu'il a travaillé un peu, etc. Et puis il met une phrase, voilà, pour synthétiser, donc il a une citation, voilà, et le reste du temps, on écoute toute l'émission. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un taux d'accroche avec ce système-là, qui est, je crois, de 75, c'est-à-dire un taux de complétude, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire on va jusqu'au bout de sa vidéo, de 75%. Donc, ce qui est énorme. Et quand on voit l'image, l'image, il n'y a pas d'image vraiment bien, il n'y a pas forcément quelqu'un qui s'exprime, etc. Donc, à vous de réfléchir sur, premier élément, vous avez la chance de pouvoir capter et vous faire connaître comme ça sur vos compétences avec un outil. Je vous donne des outils qui sont visibles, mais il suffit de faire une chaîne privative avec la même chose et les gens sont prêts à payer pour ça. Et vous voyez que dans ces cas-là, ça vous évite de mettre la cravate. Voilà. Sinon, vous êtes obligé d'aller chez le coiffeur et faire bien, etc. En la matière, ou de bronzer. Vous êtes obligé d'inscrire sur vos frais de dépenses des frais de bronzage. Hein, donc ça, c'est obligatoire pour être sur YouTube. Notez qu'il y a des filtres aussi. Donc, ce qui est intéressant au démarrage, aujourd'hui, quand on parle numérisation, bien souvent, on parle vidéoification. D'accord? Et donc là, vous avez des exemples. Alors, je vais donner un autre exemple. C'était une personne qui était un organisme de formation, qui était une personne vraiment très bien, sauf qu'elle ne supportait pas son physique. Voilà. Elle disait, moi, je ne veux pas apparaître. Voilà. C'était une femme qui faisait un travail de bonne qualité, d'ailleurs. Elle était sur la gestion de projet. Et elle dit, j'aimerais bien expliquer la gestion de projet. Donc, il y avait une partie un peu technique. Pour ceux qui connaissent la gestion de projet, c'est les méthodes PERT, Gantt, enfin des trucs comme ça. Et donc, c'est beaucoup de mathématiques. C'est comment est-ce que je crée des chemins critiques, enfin des choses comme ça. Donc, des exercices, grosso modo. Et donc, et moi, ce que je disais, c'est que faire YouTube sans l'image, c'est toujours un peu un moindre fait, mais ce n'est pas gênant. Parce que ce qui peut être intéressant, c'est soit on refait sur la Khan Institute que j'ai mis en référence aussi, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui explique les exercices de maths, on arrête, il enregistre la réponse, il explique la réponse. Grosso modo, je pose le cadre en écrivant, ça prend 1 minute, le temps d'écrire l'équation en disant calculer l'exercice, et puis après j'explique comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, etc. Disons 2-3 minutes, voilà, on a un exercice complet. Autrement dit, en 5 minutes maximum, on a posé l'exercice,
expliqué avec toutes les latitudes. Et donc, si je m'enregistre là-dessus, eh bien, j'ai exercice 1, solution 1. Et j'enregistre exercice 2, donc je prends un bouquin à côté. Et donc, je fais des exercices en batterie. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en une journée, vous avez fini tout votre programme. Et grosso modo, c'est pareil pour le français. Si on veut apprendre, vous prenez le bled ou des choses comme ça, la mécanique du français, les usages, par exemple, les codes, quand on parle des couleurs, les mariages de couleurs, etc., ben, il faut s'entraîner pour que ça fonctionne. Et c'est l'entraînement qui fait office. Et donc, vous pouvez très bien utiliser la chaîne YouTube pour dire, ben voilà, je fais des exercices d'entraînement, level 1, level 2, etc. Bon, vous en faites quelques-uns. Et en une journée, vous avez fini votre chaîne YouTube avec 2 stratégies. Vous voyez bien la technique, faites des captures d'écran, on voit que votre écran et on entend votre voix. Vous pouvez faire, si vous dites, bon, je coupe en 2, vous pouvez mettre une incrustation en bas pour qu'on vous voie, mais vous êtes minorant par rapport à ça. Et si vous faites, donc il y a un travail d'écriture pendant une journée, quoi. Vous posez des exercices, vous les corrigez, vous donnez vos commentaires, etc. Et ça veut dire que vous vous retrouvez avec une cinquantaine, centaine, 200 exercices suivant la taille de ce que vous faites. Et vous industrialisez ça, une journée de production de contenu. Après, il y a 2 attitudes. Soit vous vous dites, qu'est-ce que je fais de ce contenu ? Ce contenu-là, que je vais mettre sur YouTube parce que c'est la plus grosse plateforme. On reverra sur d'autres plateformes, mais il faut passer sur YouTube. C'est là où vous rencontrez le plus de monde si vous voulez vous faire connaître. Et donc, si moi, je me dis, sur la gestion de projet, par exemple, ou c'est pareil sur la comptabilité, des choses comme ça, etc., ce qui est mécanique, c'est hyper intéressant de faire des exercices, de faire les corriger. Et donc, au final, les gens, si je leur donne gratuitement, les gens vont venir parce qu'ils vont dire les exercices sont bien faits. Et comme je les rencontre, si je les forme, je leur dis allez vous entraîner sur ma chaîne YouTube et vous apercevez que ça vous fait soit une façon de vous faire connaître avant, soit un service après-vente qui peut être gratuit ou payant. Alors évidemment, si c'est payant, il n'y a personne qui va venir vous voir, sauf si vous travaillez sur les réseaux sociaux, on va y revenir. Mais ça veut dire que quand vous travaillez par exemple sur Excel, vous faites une formation Excel, vous savez très bien que vous allez à Open Classroom, il y a plein de structures qui font des formations gratuites. Pourquoi est-ce que je vais aller sur une formation payante ? Et donc, ça veut dire qu'on va aller sur une formation payante que parce qu'il y a quelqu'un qui va animer. Animer, ça veut dire allumer le feu, hein, comme disait quelqu'un, de la formation. Et cet animateur va permettre de se dire, on le fait ensemble, donc il s'appuie sur votre énergie pour avancer, et vous pouvez lui dire, en replay, tu peux aller, et ça se facture très bien, tu peux aller t'entraîner sur ma chaîne YouTube, qui est une chaîne privée. C'est que pour les gens que je forme. Et ça vous donne un avantage numérique énorme, un avantage pédagogique parce que les apprentissages, surtout sur les connaissances, c'est la répétition tout simplement. Et dans ces cas-là, c'est quelque chose que vous facturez et pour vous, ça vous fait une journée de travail, quoi. D'accord ? Sur les parties techniques, c'est assez simple. Quand on sort de la technique, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut toujours ramener sur de la technique. Mais même quand on travaille sur les soft skills, par exemple, tout ce qu'on appelle les micro-signaux, par exemple, vous prenez des vidéos et puis vous analysez les vidéos. Donc, ça, c'est peut-être un peu plus long, mais pas vraiment. Enfin, vous n'en faites pas 100 dans une journée, grosso modo. Mais quand vous avez fait une trentaine, franchement, vous avez un bel outil d'accompagnement avant et après la formation. Vous apercevez que finalement, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est gratuit. Simplement, il faut qu'en amont, vous vous posiez en disant 2 choses. Premier élément, sur quoi je veux être bon, c'est quoi mon domaine de compétence, voilà. Et donc après, c'est qu'est-ce que je veux raconter comme histoire sur, par exemple, la vidéo. Pour favoriser ce qu'on appelle la vidéoification, avec ce mot un peu, ce barbarisme un peu étrange, mais qui est utilisé. Voilà. Et quand vous avez cette vidéo-là, vous apercevez que ça ne vous a pas demandé du numérique, ça vous a demandé surtout de la réflexion en amont. Peut-être quelqu'un qui vous accompagne pour vous servir un peu de punch, ou mettez-vous à 2-3, puisque vous êtes 30. Voilà. Si vous trouvez bien dans le groupe quelqu'un que vous aimez bien, peut-être, on n'est pas à l'abri. Dans ces cas-là, travaillez à 2-3, faites un brainstorming, et dans ces cas-là, si chacun dans votre domaine qui n'est pas en concurrence, vous montez votre chaîne YouTube, vous avez un bel outil et vous profitez de l'énergie du groupe. Mais vous voyez, techniquement, il n'y a pas grand-chose, et on est capable de le faire assez facilement. Alors, j'ai une sur question, la vidéo. Oui, je peux vous interrompre, Stéphane ? Absolument. Ouais. Tout à fait. Alors, j'ai une question très intéressante et justement, il va, je pense, vous faire rebondir sur la question de la stratégie. C'est Nicolas donc qui nous interpelle en disant mais avec Calliope, on est supposé gérer l'émargement des formations, des apprenants en formation. Et finalement, quand mon apprenant il est devant son ordinateur ou son smartphone en train de regarder la chaîne YouTube, comment je gère l'émargement de cet apprenant sur des temps de formation ?
En fait, c'est la réglementation. Comment on fait coexister la réglementation et puis ces outils d'aujourd'hui? Non, c'est parce que Calliope, comment dirais-je, a des marques de progrès. Hein, voilà, on va le dire comme ça avec élégance. Ce qui est tout simplement dans ce cas présent, l'idée, et c'est ce qu'on fait aussi sur les classes virtuelles, soit vous investissez sur des systèmes de signature électronique que vous pouvez télécharger, mais c'est un peu lourd, soit vous faites tout simplement, si vous êtes là, et donc ça marche pour le synchrone, dans ces cas-là, vous attestez de la présence. Et donc, si vous avez, alors on va y revenir, mais si vous êtes par exemple sur les classes virtuelles, comment sur les classes virtuelles, vous prouvez que les gens sont là, bah, tout simplement, tous les moyens sont bons, dit la loi, pour prouver qu'ils étaient là. Bah, l'élément qui est intéressant, c'est-à-dire que vous attestez sur l'honneur, donc vous reprenez une phrase un peu juridique, vous attestez sur l'honneur que les 5 personnes qui étaient là, les 30 personnes qui sont là, dont le nom apparaît, donc je mets les noms en amont, avec des référentiels pour être sûr qu'on ne les confonde pas, ont assisté de telle heure à telle heure sur la formation, et en tant qu'animateur, j'atteste sur l'honneur que vous étiez tous là. Bon, là, c'est pas possible parce que je n'ai pas vos noms, mais ça veut dire que... Et je signe, voilà, et ça fait office de feuille de présence. Donc ça, c'est quand on est sur du synchrone. Et quand on est sur de l'asynchrone, eh bien, un élément tout simple, faites un quiz. Et donc, les gens qui participent au quiz, dans ces cas-là, vous dites, ben, comme ils ont participé au quiz, dans ces cas-là, on suppose qu'ils ont vu voilà. Donc, la vidéo qui était avant ou la partie qui était avant. Et donc, le quiz permet de valider les connaissances, mais ça permet aussi d'assurer la présence, puisque pour se connecter, voilà, ils ont été obligés d'être là. Et donc, vous supposez qu'ils font. C'est assez approximatif. Soit on met un système qui est assez lourd, soit vous prenez une plateforme LMS, et dans ces cas-là, vous avez un traceur qui vous montre des choses, qui ne servent souvent pas à grand-chose d'ailleurs, mais c'est assez lourd à porter parce qu'il faut investir sur une plateforme LMS. Donc, quand on démarre, c'est un peu compliqué. Mais ça vaut un peu la peine de le faire. Si vous faites beaucoup de formations, c'est un portefeuille d'activité qui est importante, ça vaut la peine. Mais si vous avez des formations un peu stars, donc ça veut dire que bon, le système est traditionnel et peut très bien fonctionner en la matière. Une autre question par rapport à des choses comme ça? Alors, oui, une autre question, mais je demandais à préciser parce que c'est Norbert qui me dit, mais comment le formateur peut-il le savoir? Alors, voilà, je pensais que Alors, je s'il est en devais synchrone, préciser la question, oui. Oui, voilà, je demandais de préciser la question. Donc, oui, c'est en synchrone, on le voit, et c'est vrai que de l'associer avec une autre modalité, et notamment où il doit interagir, permet donc de vérifier qu'il a bien pris connaissance, en tout cas, de ce qui était diffusé. Si je reformule un peu. Exactement, mais vous avez raison, en synchrone, en principe, bon, là vous êtes 30 forcément, mais donc je dois avoir la liste quand vous avez tous les gens. Donc quand vous avez 30, vous faites par exemple une galerie au début. Si vous mettez tout le monde sur la première page, vous voyez tout le monde, bonjour, mais tenez des trucs comme ça. Donc ça permet de voir qu'ils sont tous là. Mais est-ce qu'ils sont tous là, surtout si dans certaines entreprises, vous le savez aussi bien que moi, il y en a qui, pour plein de raisons qui sont légitimes, enlèvent la caméra. Dans ces cas-là, alors soit vous animez pour qu'ils reviennent avec la caméra, soit effectivement, et ça on verra ça sur la deuxième conférence, soit effectivement, bah, vous supposez qu'ils sont là. Voilà. Et donc, est-ce que c'est vrai? Bah, vous en faites la supposition, c'est allumé. Voilà. Maintenant, on ne peut pas tracer. De la même façon, d'ailleurs, quand vous me regardez, si je vous vois pour de vrai, est-ce que vous êtes avec moi? Ou est-ce que vous ne dormez pas les yeux ouverts? J'ai un camarade qui dormait les yeux ouverts. Est-ce que c'est, j'en sais rien. Alors, il y a des trackers, des eyes tracking, où je peux suivre votre regard, je vois ce que vous regardez, vous faites semblant, mais sur le côté, vous avez mis quelque chose, vous lisez pendant ce temps-là, en fait, vous ne m'écoutez pas. Oui, ça existe. Regardez dans les facultés, les gens, ils travaillent sur leur ordinateur autant qu'ils écoutent le formateur. Voilà. Et donc, ce sont des indicateurs, mais il faut avoir cet indicateur, et quand on n'en a pas, à condition de pouvoir attester qu'ils étaient là, voilà, il ne faut pas mentir non plus. Dans ces cas-là, l'attestation sur l'honneur fait office. Beaucoup de gros organismes de formation utilisent l'attestation sur l'honneur et ça fonctionne très bien. Les spécialistes du droit de la formation vous donnent un peu la règle à écrire proprement et ça suffit largement. Après, on peut tracer, mais on peut faire des sondages tout simplement. Faites des sondages, les gens participent. Après, vous interrogez, vous dites Nicolas, tu n'as pas participé au sondage. Bah, si Nicolas ne répond pas, à un moment, on peut avoir un doute sur sa présence. Voilà. Surtout si je le relance plusieurs fois. Et au bout d'un moment, ou alors il était là, et puis dans ces cas-là, il rallume tout parce qu'il était en train de faire autre chose. Et dans ces cas-là, il revient, il répond au sondage, par exemple.
je fais un Google Form ou un truc tout simple, voilà, quand ce n'est pas intégré, ne vous embêtez pas. Mais ça me permet de lancer des choses comme ça et d'abord de favoriser l'engagement, ça c'est important, mais ça permet aussi d'avoir ces évaluations. D'accord. Une dernière question sur la stratégie, c'est important. Un complément donc d'Hélène qui disait qui informe donc Norbert qu'il est possible d'éditer des journaux de connexion notamment sur Teams. Voilà, où il y a certaines plateformes LMS qui permettent aussi, oui, de journaliser un petit peu les temps de connexion des apprenants. Merci Hélène. Il y a des plugins qu'on peut raccrocher, mais dans ces cas-là, on rentre un peu sur du complexe, ou alors il suffit d'aller voir Hélène. N'hésitez pas, à appeler Hélène. Donc, dès que vous avez ce genre de problème, vous avez Hélène. Donc, toutes les coordonnées seront données à la fin. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Bravo Hélène. Ça, c'est top, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ce que je veux montrer dans cette conférence, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez simples, techniquement. Donc, c'est-à-dire, j'y connais rien, je ne suis pas technopathe, mais pas loin. Dans ces cas-là, je peux faire de la formation numérique quand même. Alors, il faut avoir quelque chose à dire, c'est plutôt mieux. Mais même si on n'a rien à dire, on peut le faire quand même. Voilà, je vous donnerai ça si ça vous intéresse. Voilà. Donc ça veut dire que la vidéo est intéressante. Quand on fait de la vidéo, vous avez la possibilité de travailler sur les tutos. Vous avez pas mal de boîtes qui se lancent sur les tutos. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'un tutos? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce que je mets dedans? Et donc là, c'est intéressant. Avant même de se lancer en se disant, je vais faire des tutos parce qu'on a répété 3 fois le même mot, c'est de se poser, de se dire, je me mets en distance, je réfléchis. Donc, soit vous prenez quelqu'un un peu un expert, vous dites, donc l'expert des tutos, ça me paraît un peu bizarre, mais bon, mais ça veut dire, vous prenez un expert et il va vous aider par l'effet miroir, à vous poser des questions stratégiques. Si vous faites dans toutes les formations une dizaine de tutos, ça vous permet par exemple de dire, ceux qui le désirent, je vous donne le lien, et vous inscrivez, et là, vous avez par exemple cet outil-là, vous avez un tutos là-dessus, voilà. Et tout ce qu'on a dit pendant la formation, vous pouvez aller plus loin. Vous avez des tests de personnalité, vous avez des choses qui vous sont présentées dans des choses extérieures. Et c'est pas mal, parce que ça permet de le faire de façon asynchrone. Une fois que c'est fait, j'ai le lien sur ma chaîne YouTube, et je l'envoie aux gens pour savoir s'ils veulent s'abonner. Donc en fait, d'abord, ils payent, et puis après, je leur envoie le lien, bien sûr. Parce que sinon, ça marche moins bien. Donc, ça veut dire que c'est assez intéressant. Mais quand je prends les tutos, qu'est-ce qu'un bon tutos? Prenons par exemple Excel, le maître d'Excel. Donc, vous avez des tutos d'1 quart d'heure pour expliquer les fonctionnalités d'Excel. Est-ce qu'on met 1 quart d'heure? Est-ce qu'on met 3 minutes? Est-ce qu'on met 5 minutes? On dit de plus en plus avec le snack content qu'il faut réduire le temps attribué. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Mon conseil du jour, c'est qu'il faut entraîner-vous pour de faux, ce qu'on appelle le bac à sable, comme disent les gens du numérique. C'est-à-dire pour de faux. C'est-à-dire entraînez-vous, dégagez, si c'est possible, du temps dans vos agendas pour vous dire, je prends 1 quart d'heure par semaine pour m'entraîner sur quelque chose. Je fais un programme en amont et je m'entraîne sur des choses qui ne me servent à rien, mais ça m'oblige, moi, à rentrer dans des logiciels qui sont nouveaux et petit à petit de me dire qu'est-ce que je peux en faire. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que s'il y a des gens qui sont sur TikTok, donc n'hésitez pas après à dire que si vous êtes sur TikTok, dans ces cas-là, en général, les gens ne sont pas sur TikTok. D'abord parce qu'ils sont vieux. Et donc, dans ces cas-là, ils ne vont pas sur TikTok parce que TikTok, c'est un réseau social de jeunes. Et le jeunes n'étant pas vous. Ah, donc, on l'a tous été, plus ou moins. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait de TikTok? 2 attitudes. L'attitude de quelqu'un qui n'est pas celle que je prône. Il a sans doute raison, et si c'est sa façon de fonctionner, tant mieux pour lui. Moi, ce que je vous dis, c'est quand vous voyez un ovni, c'est un objet virtuel non identifié, un ovni. Quand vous avez un ovni comme TikTok, vous dites, premièrement, je ne sais pas quoi en faire. Deuxième élément, je ne juge pas. Je ne me dis pas, c'est nul, j'en veux pas, c'est pas bien, je ne rejette pas. Et donc, troisième élément, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec TikTok? Même si je ne fais rien avec TikTok, qu'est-ce que je pourrais faire avec TikTok? Eh bien, on s'aperçoit que si vous avez cette fraîcheur d'esprit, donc vous êtes capable d'avoir une vraie stratégie intelligente sur le numérique, sinon, vous faites comme les autres. Vous êtes moins en stratégie, mais donc vous serez rarement leader, pour le dire clairement. Si vous allez sur TikTok, vous allez vous apercevoir de plusieurs choses. Premier élément, qui est sur TikTok? Des jeunes.
Si je vous pose la question, je ne vais pas le faire pour des raisons logistiques, mais si je vous pose la question, on va arriver au fait de dire c'est des gens qui sont 13-14 ans, 12, 13, 14 ans à peu près. Voilà. Et ça, c'est vrai. Je dirais, c'était vrai quand on a créé TikTok. Aujourd'hui, l'âge moyen sur TikTok, il est entre 18 et 24 ans. Donc, ce sont des jeunes, mais pas des tout jeunes. Ce n'est pas des ados. En quoi c'est intéressant? C'est que si moi, je travaille, par exemple, avec des écoles, donc des gens qui, à quel âge en France, une personne rentre dans l'entreprise? 21 ans. Donc les jeunes qui rentrent dans l'entreprise, en moyenne, il y en a qui rentrent plus tôt, il y en a qui rentrent plus tard, enfin, tout est bon, mais en moyenne, c'est 21 ans. 21 ans, 22 ans. Autrement dit, c'est complètement la cible de TikTok. Et si moi, je travaille sur des cursus d'intégration, sur des métiers qui sont par exemple en forte tension, on est par exemple sur la boulangerie, regardez par exemple comment est-ce que les bouchers chez Auchan ont des difficultés à trouver des bouchers. Donc, par contre, quand ils les trouvent, les bouchers, ce sont des gens qui sont complètement la cible de TikTok. Et donc, si moi, je veux leur faire des tutos, soit je leur fais des tutos canal historique, 15 minutes, la découpe, le truc un peu pénible, soit je me dis, ça serait intéressant de le faire avec TikTok. Parce que je comprends, si je veux leur parler à eux, leur langage, qui est le langage numérique. Et on s'aperçoit que TikTok permet, par exemple, des choses que les autres outils n'utilisent pas. Ils permettent d'accélérer. On met de la musique déjà. On peut accélérer les choses. Donc, c'est plus vivant quand c'est un peu mou le tutos. Ben, vous l'accélérez. Vous mettez en lumière par des emojis, par des stickers, par des choses comme ça. Vous mettez en lumière ce qui est important. Vous mettez des chiffres, vous mettez des liens pour aller plus loin. Si ça vous intéresse, allez sur un autre grain. Tout ça se fait sur TikTok de façon assez simple. Et donc, ça veut dire que TikTok est un outil assez extraordinaire pour créer du contenu numérique. Mieux, si vous utilisez TikTok, il vous suffit à la fin, télécharger la vidéo, vous la téléchargez sur votre ordinateur et vous la mettez sur n'importe quelle plateforme numérique parce que vous avez fait une vidéo sur TikTok. D'accord? Et vous, le gros avantage que vous avez, c'est que vous êtes rentré dans l'outil, vous avez vu comment ça fonctionne, vous prenez pas, mais c'est-à-dire que si vous ne le prenez pas, ce n'est pas parce que vous ne le savez pas, par ignorance, c'est parce que vous avez compris que ce n'est pas ce que vous vouliez faire. Et c'est intéressant parce que même si ce n'est pas ça, vous savez que, par exemple, le fait d'accélérer le rythme de diffusion permet de rendre plus vivant un contenu. Et ça, c'est assez intéressant pour les jeunes, mais aussi pour les anciens. Et on s'aperçoit à ce moment-là que sur TikTok, TikTok, on a, par exemple, Excel. Vous avez des tutos TikTok sur Excel. Hein? Donc, ça veut dire que quand on se dit c'est pour les jeunes, c'est la vie privée, ça ne nous regarde pas du tout. Enfin, sauf si Excel, c'est votre vie privée. Dans ces cas-là, bon, c'est un peu de la détresse humaine. Hein, je veux dire. Mais sous cette réserve-là, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle grammaire, une nouvelle pédagogie. Et dans ces cas-là, vous vous dites, qu'est-ce que je peux en faire avec ça? Et même si vous ne le faites pas sur TikTok, parce que vous préférez le faire sur YouTube, sur Instagram ou sur n'importe quel autre logiciel de streamcast, dans ces cas-là, vous avez les codes parce que vous les avez déjà essayés sur TikTok. Et c'est très ergonomique puisque des jeunes de 13 ans sont capables de faire des tutos. Donc vous, alors à moins que vous ayez 13 ans hein, dans ces cas-là, mais vous êtes capable aussi de le faire. Mais comme tout le monde, moi aussi c'est pareil. Moi, je n'apprends pas comme un jeune, j'apprends comme un vieux. C'est-à-dire je prends du temps, mais comme si je le refais plusieurs fois, au bout d'un moment, je sais faire. Et c'est très intéressant parce que vous apercevez que sur la vidéo, vous ne faites pas de la vidéo de grand-papa, Canal U, vous faites de la vidéo pour des jeunes. C'est-à-dire que demain, ce sera la vidéo que les entreprises vont vous demander dans 1 an ou 2 ans. Vous tapez un coup de 2 ans d'avance. C'est énorme. J'ai entendu. Oui. En fait, il y a une intervention de Michel qui, je crois, doute un peu que c'est TikTok plutôt un canal de pub, un moyen d'accroche. Oui. Eh bien, donc c'est vrai qu'il y a parfois un écart entre justement les outils des jeunes et ceux qui conçoivent aussi les actions de formation. Et c'est pas toujours évident d'entrer dans les chaussures de ceux à qui sont destinées les formations, notamment sur le plan numérique. Alors, c'est complètement vrai. Alors, je vais revenir parce que je terminerai par ça, par la monétisation. Donc sur TikTok comme sur d'autres Instagram, enfin des choses comme ça. C'est un des vrais problèmes. Les gens se disent, moi je veux bien le faire. Sur LinkedIn, je suis très présent sur LinkedIn, je fais plein de choses, etc. Mais personne n'achète rien parce que c'est gratuit. Donc comment est-ce qu'on fait de l'argent avec le gratuit? Donc ça, il faut rester jusqu'au bout. Ça, c'est le truc moche. Voilà, Michel, désolé. Par contre, ça pose vraiment la question. Mais c'est comme dans toute entreprise. Hein, je ne suis pas forcément ma cible. Voilà.
Donc, ça veut dire que comment je fais quand je ne suis pas ma cible? Je fais du marketing. C'est-à-dire, je me dis, ça marche comment un Jones? Et donc, je regarde comment est-ce qu'il fonctionne. Et si ma cible, c'est de former, par exemple, l'accompagnement, éducation nationale sur des préparations, etc., il y a des vrais marchés qui sont très intéressants dans ces cas-là, ou des jeunes dans des cursus d'intégration sur des métiers dits en tension. Dans ces cas, c'est très intéressant pour se dire que la pédagogie, non pas la vente, mais la pédagogie me permet de m'entraîner. Autrement dit, quand je ne suis pas de la partie, ça me permet d'avoir un recul qui me permet de réfléchir mieux, souvent que comme les gens le font. Les jeunes, quand vous leur demandez d'expliquer, ils disent j'appuie là-dessus, vous ne comprenez rien. Et comme si vous construisez en disant moi, j'y comprends rien, donc je pose les choses, et à la fin, je suis capable de créer un processus donc pédagogique que je suis capable d'industrialiser. Et à regarder TikTok ou Snap, hein, on s'en fiche, mais ça veut dire que je regarde des choses qui ne sont pas de mon univers et je me dis chaque fois comment je le ramène dans mon univers. Pour rester sur la vidéoification, pareil, Twitch. D'ailleurs, Twitch, c'est un peu le YouTube des jeunes. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, quand Twitch qui appartient à Amazon, hein, maintenant, ça a été racheté, mais ça veut dire que Twitch, c'était, on peut faire, si vous voulez vous entraîner sur le numérique, vous dites, moi j'ai des trucs, moi je suis plutôt canal historique, j'ai des choses à apporter, je suis très descendant sur le, voilà. Et je fais des conférences, grosso modo. Il y a la conférence YouTube, qui est très bien, hein, qu'on peut utiliser, hein, comme on l'a vu, que vous pouvez enregistrer avant avec la fonction première. Donc, c'est pas mal. On y reviendra si vous voulez. Et puis, vous avez Twitch. Et vous dites, est-ce que j'irai pas plutôt sur Twitch? Vous pouvez faire sur Instagram, qui est un peu entre les deux, Instagram. Hein. Dans ces cas-là, sur Twitch, c'est passionnant parce que vous avez pu voir Samuel Etienne, qui est un journaliste que vous connaissez tous. Hein. Pendant le confinement, il a utilisé Twitch avec une vraie communauté. Et je vous invite à aller sur YouTube. Donc, vous tapez sur Google Samuel Etienne Twitch, à mon avis, ça vous l'avez. Et regardez sa façon de faire. Moi, je le trouve beaucoup plus puissant. Alors, bien sûr, il est très bien pour la télévision, puisque les gens l'achètent. Mais ça veut dire qu'il est beaucoup plus puissant sur Twitch parce qu'il a une interaction qu'on n'a pas sur YouTube, une interaction avec les gens qui le suivent. Et donc, ça permet d'avoir une vraie communauté. Donc, la personne s'est dit, de toute façon, c'est mon boulot. Donc, le matin de bonne heure, parce que ça lui permettait de ne pas griller sa journée, les gens le suivaient. Ou le soir, souvent, c'est soit le matin, soit le soir. Donc, lui, il avait choisi le matin pour voir la revue d'actualité. Il donnait ses commentaires, sa façon de voir les choses. Et donc, les gens assistaient à ça en direct. Et sa communauté, au départ, qui était assez modeste, mais l'a suivi à telle enseigne, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, il pourrait vivre de cette communauté. Et donc, il a tenté des coups médiatiques. Donc après, on peut faire des coups, mais avant de faire des coups, il faut avoir une vraie stratégie sur la durée. Les coups, c'est quand on est un peu brouillon, quoi. Et donc, vous avez pu voir ce coup avec François Hollande, qu'il a mis Top Twitch. Dans ces cas-là, Top Twitch Monde, pendant quelques instants, François Hollande, il l'a fait venir, et François Hollande est venu suivre un journaliste. C'est un bon client parce qu'il a des petites phrases qui sont sympas sur Twitch, donc beaucoup de réactions, et surtout beaucoup d'interactions. Si vous êtes vous-même formateur, ce qui est intéressant, c'est de faire comme je fais là, il y a quelqu'un qui parle, ok, ça, il n'y a pas besoin de... ça s'entraîne, ça s'appelle la rhétorique. Hein. Mais ça veut dire que si je veux être formateur en numérique et que je veux créer de l'engagement, dans ces cas-là, je vous pose des questions sur un chat sur lequel je vois vos réponses. Et ce que je vois, c'est que vous mettez un pouce, c'est-à-dire qu'on interagit. Et si je vous pose la question, quel âge vous donnez, par exemple, aux gens qui sont sur TikTok, vous mettez des âges et jusqu'à ce que le bon âge soit arrivé, eh bien finalement, on a gagné. Et donc, ça veut dire que, vous voyez, l'animation, ça consiste, moi, j'ai des choses à vous dire. Donc, ok, ça, je le sais parce que je me suis préparé, j'ai fait mon boulot. Et donc, à partir de là, c'est comment je vous le dis. Et on s'aperçoit que dans ces cas-là, sur Twitch, c'est pas mal de pouvoir aller sur Twitch pour vous entraîner avec des gens qui ne vous connaissent pas, et qui ont une culture de l'intervention, puisque le Twitch peut être ouvert. Donc, vous ouvrez votre Twitch, c'est de l'entraînement. Donc, voilà, vous ne facturez pas, parce que vous n'êtes pas encore au point, mais vous entraînez sur Twitch, faites des émissions. Et vous allez vous apercevoir que dans un premier temps, y a des gens qui vont venir vous voir, vous trouvent sympa. Si vous faites une récurrence, votre émission une fois par semaine, un truc comme ça, que vous avez quelque chose à dire aussi, c'est mieux. Mais dans ces cas-là, les gens vont venir, ils vont vous suivre, et puis ils vont petit à petit vous accompagner. Et vous pouvez récupérer leur mail pour pouvoir leur envoyer des choses en disant, si vous avez aimé cette émission sur les soft skills, je fais une formation pour ceci, cela. Et on commence à aller vers de la monétisation. Mais au départ, avant de monétiser, faites le job. Et pour faire le job, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, par exemple, ou sur TikTok ou sur autre chose, au départ, vous n'êtes pas bon. Parce que c'est le départ, ça s'appelle comme ça. Donc, vous réfléchissez à ce que vous voulez dire, vous réfléchissez au format,
Mais par contre, après, vous entraînez. Et au début, de toute façon, la clé est assez simple, il faut tenir. D'accord ? Je voulais aborder, sauf s'il y a une question qui vient, la notion de podcast. Est-ce que j'avais mis des podcasts sur les liens ? Oui, très bien. J'ai mis un podcast. Prenez un exemple simple. Avant que vous ne continuiez, hein, souvent donc Stéphane fait référence à des liens donc qui vous seront communiqués. Les liens n'ont pas été communiqués aux participants avant, mais vous aurez toutes ces sources numériques qui seront donc dans le PDF qui vous sera envoyé. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, et après sur le podcast, on va parler argent. Hein, donc ça, c'est intéressant. Faut pas que vous partiez frustrés, hein, puisque je vous ai promis que vous allez être riches. Bon, en 1h30, c'est bien. Quoi. Si vous êtes tenu jusqu'au bout, c'est pas mal. Donc, le podcast, c'est quoi ? C'est tout simplement les podcasts audio, c'est la radio. Hein. Donc, ça nécessite quoi ? Aucun investissement quasiment. Vous pouvez faire des investissements. On n'est pas à l'abri d'avoir un micro, vous en avez à 300 €, des choses comme ça. Ça va vous durer 10 ans, donc c'est assez intéressant. Il faut un ordinateur qui soit un peu sympa par rapport… mais bon, vous avez un ordinateur classique, vous avez votre smartphone et vous pouvez faire des streetcasts. Donc, des podcasts dans la rue, parce qu'en fait, quand vous avez travaillé, vous avez par exemple une demi-heure, faites des podcasts de 20 minutes. Et dans ces cas-là, pendant 20 minutes, vous racontez quelque chose, etc. Et vous les enregistrez automatiquement. L'avantage du podcast, c'est qu'automatiquement, vous êtes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, c'est gratuit. Autrement dit, si dans votre démarche, avant même de monétiser, vous pouvez vous dire, j'aimerais bien devenir dans votre domaine de compétences. Alors, je ne les connais pas parce qu'on n'a pas cette interactivité, mais si vous dites, on va prendre un peu générique, le management, vous dites, moi, je suis plutôt un management bienveillant. C'est mieux que malveillant. Donc, si vous faites un management bienveillant, vous dites, moi, je suis gentil parce qu'il faut la performance, mais la performance sans l'homme n'est rien. Vous voyez, des trucs comme ça. Quoi. Donc, vous faites quelque chose dans le genre. Dans ces cas-là, créez un podcast pour parler de ce que vous faites. Donc, soit vous parlez tout seul parce que vous n'avez pas d'amis, ce qui est très bien. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il y a une certaine cohérence. Et soit vous vous dites, je peux, dans le podcast, interviewer des gens. Alors, quels gens ? Des managers bien, vous n'avez peut-être pas beaucoup, mais vous avez sur LinkedIn, vous allez chercher manager bien, vous tapez dessus. Déjà, vous pouvez avoir vos clients. Si vous avez déjà fait des formations, ce n'est pas inintéressant d'interroger vos clients en disant en quoi c'était bien, pour peu que ce soit bien. Sinon, c'est contre-productif. Et dans ces cas, les clients vont dire ça, j'ai beaucoup aimé, ça, je l'aurais fait différemment. Et vous mettez en valeur vos clients. Si on parle fidélisation, ce n'est pas mauvais comme approche. Et pour vous, ça ne vous coûte rien, si ce n'est d'avoir créé un peu un espace dessus, sur un podcast, et vous l'enregistrez. Et vous allez vous apercevoir que vous avez le lead sur vos clients parce qu'ils sont tous en panique, parce qu'ils se disent comment ça marche. Même si c'est audio, ils se rhabillent chaque fois pour être propre. On sent bien qu'ils ne sont pas dans leur univers. Autrement dit, quand vous dites que vous êtes bienveillant, ça va se voir. Et surtout que c'est vos clients qui vous payent, dans ces cas, vous êtes encore plus bienveillant. De bonnes raisons. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, et vous, ça vous coûte quoi ? Le fait de dire, toutes les semaines, j'enregistre une personne, ou toutes les 2 semaines. Si on fait toutes les semaines, ça fait que si vous retirez un peu les vacances et Noël, ça vous fait 40 personnes à interroger par an. 40 personnes, ce n'est pas inintéressant. Alors, vous avez ceux que vous connaissez déjà, ceux que vous ne connaissez pas, vous pouvez interroger, vous dites, tiens, j'aime bien Sylvie. Pourquoi ? Parce que j'aime bien sa finesse d'esprit quand elle propose des choses. Alors, dans ces cas-là, je lui propose, est-ce que vous voulez bien venir avec le Cariforef pour se dire, pour nous parler de ce que vous faites ? Et donc, si vous lui demandez gentiment, peut-être qu'elle dira oui, à vérifier. Mais bon. Et dans ces cas-là, déjà, ça vous en fait 49 à retrouver, quoi. Puisqu'il y avait une quarantaine, donc ça vous en fait 39 à retrouver. Et donc, au bout d'un moment, vous avez trouvé des gens, simplement vous habituez, créer un rythme. Et si vous avez une ligne éditoriale, c'est-à-dire vous avez quelque chose à dire dans la durée qui soit à peu près cohérent par rapport à vous, mais surtout cohérent par rapport à votre cible, vous allez trouver votre public. C'est pour ça qu'en province, c'est hyper intelligent, parce que vous prenez des outils d'enregistrement du style Zoom, Teams, enfin tous sont bons, et vous le faites à distance, vous pouvez interroger tous les gens de la France entière, de chez vous, de votre maison, de votre appartement. Bon, si vous mettez la vidéo, il faut être habillé un peu jusqu'à la taille, mais sous cette réserve-là, vous invitez toute la France chez vous, dans votre chambre. Hein, voire même mieux. Pourquoi se cantonner à la France, vu qu'on peut prendre all over the world? Ça, c'est pour ceux qui veulent faire des formations en anglais. Et donc, on voit bien de suite que moi, je suis level 1. Hein, voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez interroger le monde entier. Et ça veut dire que vous arrivez dans un coin perdu qui est votre maison. Voilà, il faut quand même un peu du Wi-Fi ou une bonne connexion. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez créer une institution autour de la thématique qui était le management bienveillant. Voilà. Et vous apercevez que vous avez plein de gens. Alors, vous utilisez LinkedIn pour les contacter.
Si vous avez des anglo-saxons, ils sont très friands de ça. Sous réserve des agendas, ils acceptent volontiers. Mais à vous, qu'est-ce que je fais quand je les interroge et comment je construis une histoire? Et là, c'est une façon extraordinaire de montrer ce que vous valez. Et puis, c'est une façon extraordinaire pour deux choses, pour apprendre des gens. C'est-à-dire, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous lui posez plein de questions, il vous forme gratuitement. Donc ça, c'est pas mal comme truc. Et des personnalités non des moindres. Mais aussi, et c'est là où c'est intéressant, et ça nous fait la bascule sur la monétisation, finalement, quand les gens vous aiment bien parce qu'ils trouvent que c'est intelligent ce que vous faites, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble? Et donc, on a appris à se connaître. Donc, on a eu pendant 45 minutes, une heure, parfois plus, à se connaître. Quand ça a matché, c'est une façon d'aller chercher des nouveaux clients. En disant, j'ai vu que chez vous, vous travaillez là-dessus, on aimerait bien en parler sur le podcast, et donc on a une certaine audience, voilà, et donc à partir de là, les gens sont assez contents, corporate branding oblige, pour justement, ils viennent chez vous et vous enregistrent. Et vous voyez, c'est intéressant comme approche. Et ça vous oblige, vous, à avoir cette démarche-là, mais qui permet d'avoir la valorisation de ce que vous faites, la valorisation sur les réseaux sociaux, et aussi la monétisation. Et pour ça, pourquoi vous le faites? Parce que vous y êtes posé et vous dites, est-ce que ça me plaît? Alors, tous ceux qui sont un peu âgés, ça leur rappellera les radios libres à l'époque, voilà. Moi non plus, je n'ai pas connu les radios libres, personne ne les a connus. Enfin, ceux qui ont des grands-parents qui ont connu ça, donc très bien. Mais ça veut dire que c'est aussi une liberté extraordinaire. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, sur le podcast, tout est ouvert. C'est-à-dire, n'importe quelle personne peut se lancer sur le podcast, pour peu qu'il ait quelques outils, un peu une façon de faire. Dans ces cas-là, donc ça ne coûte rien numériquement, hein, mais dans ces cas-là, il peut devenir leader national et international. C'est quand même pas mal. Il y a très peu d'espace où on peut le faire. Et vous utilisez bien sûr toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, pour avoir votre notoriété. Et si les gens vous organisez pour que les premiers, vos fanboys, vous suivent et donc marquent dessus, dans ces cas-là, c'est les plateformes qui vous vendent. Et après, vous dites, vous savez qu'on fait une formation extraordinaire et vous présentez les choses comme ça. C'est ce que j'ai bien aimé sur le Grossmaker. C'est des gens que j'ai rencontrés sur un salon professionnel et ils utilisent cette technique-là. Alors, ils monétisent donc sur le gross hacking. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils interrogent des gens et donc ils font une centaine d'émissions. Ils en font assez régulièrement. Donc, c'est, je crois, la 3e saison. Donc, c'est pas énorme. En termes de. Il me semble que c'est la 3e saison sur. Mais comme chaque semaine, je crois qu'ils font une émission, ça fait quand même une 40aine d'émissions par an. Donc, c'est un outil de communication extraordinaire, un outil de formation extraordinaire. Et quand vous les avez habitués à passer par ce genre de canal, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez très bien le vendre aussi dans les entreprises et vous avez un positionnement magique. C'est-à-dire que vous êtes connu et reconnu dans ce que vous faites et vous enregistrez des podcasts qui ne sont pas diffusés, bien sûr, parce que vous ne mettez pas le flux RSS, mais vous les vendez sur les plateformes LMS des personnes. Et ça marche très, très fort. Il y a une montée en puissance des podcasts, c'est-à-dire que les gens se disent pourquoi mettre de la vidéo? Parfois, l'image ne sert à rien. Les gens ont des usages du podcast, ça leur permet de l'allumer et d'écouter, de faire autre chose. Et donc, ça leur permet de se dire ça m'intéresse, je reviens dessus. Voilà. Ou pendant les transports, j'écoute des podcasts. Donc, la consommation des podcasts n'est pas inintéressante. Donc, ça peut avoir du sens. Et vous pouvez devenir leader national dans votre domaine. Donc, c'est plutôt pas mal, quel que soit l'endroit dans lequel vous émettez, bien sûr, à condition qu'il y ait un peu d'électricité quand même. Hein. Donc, ça veut dire, vous voyez bien, ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question que j'avais dit que je traiterais. Comment devenir riche quand on vend du gratuit? C'est le problème des MOOC. Donc, quand vous faites des MOOC, donc tout le monde connaît le principe des MOOC, hein, c'est des vidéos qu'on enchaîne. Vous avez FunMOOC, qui est la plateforme française de l'éducation nationale sur les MOOC, ou MyMOOC, qui est l'équivalent en bien. Parce qu'eux, ils ont fait d'autres choses. FunMOOC est très bien, sauf qu'en fait, ils ne sont pas créatifs. Donc, au moment où ils ont démarré, c'était extraordinaire quand ils ont démarré ça en 2014. Parce qu'ils étaient au même niveau que Coursera, que d'autres MOOC. C'est un peu l'hypermarché du MOOC. Donc ça, l'idée était géniale. Et puis après, c'était après. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des MOOC qui sont présentés. Donc vous pouvez les regarder pour voir le format. Quand vous allez en entreprise, grosso modo, le prix d'un MOOC, ce qu'on appelle un SPOC, c'est-à-dire que si vous le vendez en entreprise, c'est 50 000 €. Pas mal quand même, bon, pour faire des vidéos que vous enchaînez, etc., que vous placez sur la plateforme LMS, et donc vous laissez les droits, évidemment, après. Donc, si vous créez des SPOC, c'est pour ça que Youno s'est spécialisé sur le SPOC. Donc, il vend des contenus comme ça qui s'enchaînent, de bonne qualité, bien sûr, parce que tout ce qu'on vend est de bonne qualité, mais voilà.
Donc, c'est pas mal comme élément. Vous vous dites, la vraie difficulté, c'est que regardez par exemple le MOOC de Cécile Desjous. Le dernier MOOC qu'elle a fait, c'est le numéro 1 en France. Hein. C'est 200 000 personnes, 200 000 vues dans le monde entier. En 2 versions, version française, version anglaise. C'est l'intelligence artificielle et le manager, un truc comme ça. Tapez Cécile Desjous MOOC, elle en a 2. Et donc, les 2 sont bien. De toute façon, les 2 sont numéro 1 en France. Mais le dernier qu'elle a lancé, c'est 200 000, c'est énorme. Et donc, les gens disent, mais si je fais un MOOC, c'est comme si je fais une communauté, je suis sur LinkedIn. Je fais plein de choses sur LinkedIn, comment je gagne de l'argent? Et donc, déjà, premier élément, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'étaient ces réseaux. Alors, Cécile Desjous, c'est le CNAM, hein, donc c'est une stratégie qui la dépasse. Hein. Mais très belle animatrice, une vraie puissance quand elle s'exprime, vraiment une très belle personne en la matière. Donc, elle fait son show, quoi. Voilà. Et donc, mais au final, donc elle ne gagne pas d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'elle va faire son MOOC, les gens vont la suivre. Et donc, si elle dit, si vous voulez aller plus loin, je dis n'importe quoi, mais vous prenez en numérique, et c'est ça où vous allez avoir une pédagogie qui va vous suivre. Vous dites, par exemple, si vous créez un livre, vous avez, par exemple, lulu.com qui vous permet d'être auto-éditeur et de rester propriétaire de votre contenu. Vous créez un livre, grosso modo, vous le vendez 24 €. Disons que c'est un livre un peu classique. Hein. Vous avez donc, si c'est un peu classique, vous l'avez en coût de production, c'est 3 à 4 €. Donc, sur chaque bouquin que vous vendez 24 €, vous faites 20 € de marge. Voilà, parce que c'est moi qui compte, voilà. Vous pouvez vérifier sur Google. Mais ça veut dire que Cécile Desjous peut très bien dire, moi, je me fais en auto-impression. Mais comme elle a déjà créé un réseau social sur lequel il y a beaucoup de monde, elle dit, ceux qui veulent le livre de Cécile Desjous, eh bien, je vous l'envoie, je vous donne le lien, achetez-le et vous allez recevoir tout le support du cours avec une note dédicacée, un truc comme ça, faites un truc un peu propre. Et dans ces cas-là, ils se connectent et tout ça, c'est automatisé. Déjà, vous voyez, si vous prenez sur 200 000, il y en a 100 000, ou surtout si vous faites au début, parce que voilà. Mais si vous avez 10 000 qui viennent sur 200 000, c'est pas absurde. Vous faites 20 € sur 10 000, ça fait 200 000 €. Autrement dit, ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez créé un grand showroom de quelque chose, donc les gens viennent de loin, et puis après, vous leur dites, si vous voulez, on peut faire ça. De la même façon, vous pouvez dire, par exemple, Cécile Desjous, personnalité, 200 000, c'est une grosse personnalité. Dans ces cas, elle dit, supposons qu'effectivement c'est ça sa stratégie, je vous propose de faire du consulting pour ceux qui le veulent. Autrement dit, quand je fais une conférence, derrière, je leur propose autre chose. Et c'est là où, si la conférence est gratuite, parce qu'elle est gratuite forcément, a priori, bien sûr, comme stratégie globale, après, vous leur dites, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ont envie, moi, je vous propose le livre, la conférence, le coaching, et vous proposez du service après-vente. Et donc ça, c'est intéressant, parce que vous avez peut-être 10%. 10% des gens qui vont vous dire, moi, j'aimerais bien qu'on discute parce que j'ai un problème. Et là, dans ces cas-là, on se pose ensemble, et là, vous facturez. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du social selling. Et donc, ce qui est intéressant quand on veut faire de l'argent avec le numérique, c'est déjà d'avoir des produits numériques, ce qu'on appelle des produits scalables. Et donc, ça répondra à la question que quelqu'un avait posée préalablement. C'est-à-dire des produits qui, une fois qu'on les a, on peut les reproduire à l'identique. C'est-à-dire que si vous avez fait une vidéo sur YouTube, qu'il y ait une personne qui la regarde ou 100 000 personnes qui la regardent, c'est pareil. D'abord, ça ne l'use pas. Donc, déjà, première bonne nouvelle. Et deuxième élément, ce n'est pas gênant, puisque le produit peut être démultiplié, autrement dit scalable. Ce qui veut dire que vous, votre stratégie, ça va être de faire à la fois, de réfléchir quels sont vos produits, des produits qui sont synchrones, comme les classes virtuelles, mais des produits qui sont asynchrones, qui permettent, comme par exemple des produits scalables. Vous avez 3 vidéos, ce qu'on appelle des masterclass, par exemple, 3, 5, enfin, vous choisissez le format que vous voulez. C'est pas neutre, mais ça, c'est plus de la pédagogie. Et dans ces cas-là, vous dites, sur cette thématique-là, on n'est pas très nombreux à en parler. Dans ces cas-là, moi, je vends ça, créer un prix, et ceux qui sont intéressés, vous leur donnez le lien, et donc, ils peuvent regarder la formation que vous donnez. Soit vous avez du low cost, en disant que c'est comme ils vous aiment bien, vous faites des petits produits en disant pour 30 € ou 29 €, vous voyez à peu près ce genre de prix. Dans ces cas-là, vous avez une formation avec 2 heures supplémentaires, ceux qui le veulent. Donc, vous avez une extension, vous allez plus loin sur ce point-là. Et donc, ça, c'est assez sympa parce que ceux qui vous aiment bien, parce qu'ils ont suivi jusqu'au bout, vous leur dites, voilà, connectez-vous. Disons qu'une fois que c'est fait, les vidéos sont faites, vous les avez enregistrées. Ça ne demande pas un gros travail non plus, si vous êtes expert. Dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est que automatiquement, vous en parlez en disant, allez voir, dans ces cas, pour 29 €, vous avez ceci, cela. Et même si vous n'avez que 10% des gens qui viennent,
On n'est pas à l'abri que ce soit plus. Si vous avez 10% des gens qui viennent, à chaque fois, vous faites 29 euros, 29 euros, 29 euros. Et à la fin, ça vous fait une somme importante sur une formation, une masterclass, si vous faites une série de formations, qui est, une fois que c'est fait, c'est calé. Bon, à condition que ce ne soit pas sur l'actualité, mais vous savez, les contenus ne changent pas tant que ça, quoi. Regardez par exemple sur le management, puisqu'on en parlait, aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est la synergologie, l'analyse des signaux, parce que derrière, il y a… Mais quand on regarde de loin ou de près, ça existe depuis combien de temps? Depuis les années 70, quoi. Paul Ekman, donc le contenu n'a pas changé depuis les années 70. Quand la communication non violente avec Marshall Rosenberg, c'est aussi des années 70. Bon, à l'époque, c'est pas… Mais si à l'époque, vous aviez pu faire des chaînes vidéo YouTube, ce qui est vraiment anachronique, mais en supposant que le fassiez, vous imaginez que les mêmes contenus à 80%, vous allez le garder depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, vous avez 50 ans d'amortissement tranquille. C'est ce qu'on appelle la scalabilité. Et donc, ça veut dire que si chaque année, vous faites une formation, une belle formation, un truc vraiment bien fait, etc., donc chaque année, vous augmentez votre portefeuille d'activité. Ça veut dire que vous pouvez démultiplier. Alors qu'en présentiel, par exemple, si vous êtes le seul animateur, grosso modo, si vous arrivez à 200 jours d'animation, vous arrivez au taquet, quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire de la veille, vous ne renouvelez pas, vous faites un peu toujours la même chose, mais sur 200 jours, vous arrivez à facturer des choses, enfin, sous réserve qu'on accepte. Mais en termes de temps, tandis que là, vous pouvez démultiplier autant que vous voulez. Et cette notion de scalabilité, ce n'est pas très compliqué, on l'a vu. On prend une chaîne YouTube, par exemple. Je vous donnerai un autre élément, je vous donnerai un exemple un peu, un business case concret, puisqu'on arrive, oui, on arrive à la fin, donc je vous le donne maintenant. Donc, ça veut dire qu'effectivement, prenons un exemple. Vous vous dites, je suis sur LinkedIn, parce que LinkedIn, vous êtes sûr de cibler des professionnels. Donc, vous êtes sur LinkedIn. Est-ce que vous avez une page d'entreprise? Bon, si vous n'avez pas, faites-en une, c'est gratuit. Sur la page d'entreprise, qu'est-ce que je mets? Pas grand-chose, parce que je n'ai pas grand-chose à mettre. Ça veut dire que, est-ce que vous avez beaucoup d'abonnés? Comment j'augmente mes abonnés? Ça veut dire que je produis beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut vous entraîner. Soit vous produisez beaucoup avant, vous préparez les posts que vous allez mettre, vous les mettez soit automatiquement, soit vous prenez des agrégateurs, comme prenez HotSuite. Alors, Hot avec 2 O, sinon c'est un autre concept, HotSuite. C'est pour les gens qui sont alertes avec les langues. Mais ça veut dire que, et donc ça le fait automatiquement, et on s'aperçoit que plus vous produisez en quantité sur une thématique que vous avez identifiée, avec une ligne éditoriale, au bout d'un moment, les gens viennent automatiquement. Voilà. Pour peu que vous ayez choisi un truc qui ne soit pas toute la formation. Donc ça veut dire qu'ils sont sur votre LinkedIn, sur votre page LinkedIn. C'est pas mal ça. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous récupérez les adresses, vous pouvez faire des événements, il y a plein de choses, vous apprenez à travailler avec LinkedIn, premier élément. Mais après, vous dites, ce qui est très intéressant, c'est comment je les fais migrer de LinkedIn. Et donc, quand je les fais, je prends Telegram. Telegram, c'est pas mal. Vous pouvez prendre WhatsApp si vous préférez. Mais Telegram, c'est pas mal parce qu'ils sont plus créatifs que WhatsApp, qui appartient au groupe Facebook. Donc, ça veut dire qu'ils sont un peu, enfin, ils sont créatifs corporate, mais ils sont, voilà, ça se discute plus. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, vous leur dites, si vous voulez en parler de tout ce qu'on a vu, de tous les posts, etc., venez sur Telegram. Et petit à petit, par hasard, par erreur, parce que quelqu'un avait du temps pendant ses vacances, il vient voir sur Telegram, et ça veut dire que vous les faites rentrer chez vous. Vous n'êtes plus chez LinkedIn, vous êtes chez vous, c'est-à-dire que les gens ont migré chez vous. Et lorsqu'ils sont venus chez vous, que vous en avez suffisamment, et là, il faut répondre à toutes leurs questions régulièrement, les alimenter, vous faites des rooms, vous faites des espaces particuliers. Ça ne demande pas un gros travail, simplement vous dites, quand vous faites par exemple quelque chose comme ici, vous les mettez en actualité sur une thématique où vous leur demandez sur quoi ils veulent parler, etc. Et vous créez une régularité. La clé pour que ça marche, c'est de se dire toutes les semaines, je fais quelque chose. 20 minutes, je réponds à toutes les questions. Donc, les gens me posent des questions par rapport, ils écrivent ça sur Telegram et je réponds à tout, plus les questions que je me posais moi. Et toutes les 20 minutes, je réponds à toute l'actualité. C'est pas mal. Au début, il y a peu de gens qui viennent, c'est gratuit. Et donc, petit à petit, vous avez des gens qui vont vous découvrir, etc. Et au bout d'un moment, quand il y a assez de monde, dans ces cas-là, vous faites du social selling. Vous leur dites, ce qui est génial, c'est que ceux qui veulent aller plus loin cette thématique-là, on a monté une formation qui est unique. Je vous montre un teaser. Ça va être génial. Et surtout, vous allez avoir des choses extraordinaires dans cette formation-là. On dit qui sortent de l'ordinaire. Donc, c'est ce qu'on va voir avec la pédagogie. Et là, dans ces cas-là, vous les faites aller sur, par exemple, OnlyFans. OnlyFans permet d'avoir des financements c'est assez facile, etc. Et donc, ça veut dire que vous voyez bien le schéma. Vous avez LinkedIn, qui est la référence professionnelle. Après, voilà. Vous les amenez petit à petit sur un espace où vous avez quasiment tout le monde qui vous suit. Vous allez vous apercevoir, soit vous êtes un petit groupe, mais que vous les sollicitez beaucoup. Et dans ces cas, ce qu'on appelle la longue traîne. Et dans ces cas, avec un petit groupe, ils sont nombreux à avoir des petits produits. Soit vous avez un grand groupe, mais dans ces cas-là, vous les faites venir sur un produit que vous proposez régulièrement et vous apercevez que vous avez créé des fans
sur Telegram. Et donc, ces fans, vous les mettez sur OnlyFans. Et pour rentrer sur OnlyFans, il faut payer. C'est automatique. Avec soit vous payez des abonnements, soit vous payez à la tâche, ou par exemple au masterclass que vous leur proposez. Et tout ça, c'est automatique, vous n'embêtez pas. Et donc, ça veut dire, mais à un moment, je me dis, sur LinkedIn, de quoi je parle, qui peut intéresser les gens, bah, j'essaye, ça ne marche pas, bah, je change mes choses, je suis pénible, bah, ça veut dire que les gens voient bien que personne ne vient. L'avantage de LinkedIn, c'est que LinkedIn va vous pousser avec l'algorithme. Et après, moi, je m'organise à faire en sorte que sur Telegram, il se passe toujours quelque chose. Voilà, je leur propose toujours des trucs, je le dis à LinkedIn, hey, il s'est passé un truc, c'était génial, on s'est régalé. Voilà. Et donc, ça veut dire que si vous pouvez avoir vous pouvez faire des choses sur LinkedIn, mais vous les ramenez chez vous sur Telegram, par exemple, ou WhatsApp ou un autre. Hein, voilà. Et à partir de là, vous pouvez monétiser. Et si vous faites ce processus-là, alors ça prend un peu plus de temps parce que vous êtes moins alerte, etc. Mais c'est comme ça que vous faites avec du gratuit, vous faites de l'argent. Et les gens sont prêts à payer sans passer par les entreprises, sans passer par le CPF, qui est une autre façon un peu classique de monétiser. D'accord? Et donc ça, c'est génial. Et c'est comme ça que vous devenez riche. Oui, ça y est, donc on a la recette pour devenir riche avec peu de moyens. Alors, juste des remarques, pas de questions, mais vous avez la possibilité, il nous reste encore quelques minutes, vous avez la possibilité de continuer de nous poser des questions. Donc, Stéphane y répondra soit dans le cadre de la conférence avec les 2 minutes qui nous restent, soit après. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions si vous en avez encore. Moi, j'ai juste envie de réagir aussi par rapport il y a une question qui arrive. Pensez-vous qu'on peut mixer du digital et du concret, genre on termine la formation par un jeu de rôle ou un atelier en présentiel? Oui. Le blended learning, c'est là où vous devez écrire de la pédagogie. À un moment, de toute façon, le numérique, c'est assez simple. Il faut se poser pour écrire. Et là, il n'y a pas de digital. Alors, au départ, il faut un peu connaître les réseaux sociaux. Si vous découvrez complètement LinkedIn, bon, évidemment, on voit bien que le numérique, ce n'est pas votre cam, quoi. C'est pas grave. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'axe. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre d'abord. Donc, allez écouter, allez regarder, allez sur TikTok, allez sur Twitch, puisque je vous ai donné les éléments. Donc, vous allez regarder ce qui se passe, allez regarder des retours d'expérience, regardez ce qui se passe. Si vous avez des salons professionnels, allez regarder la réalité virtuelle. Vous ne savez pas du tout ce que c'est. Vous mettez un casque Oculus. Ou alors, vous le savez très bien parce que vous jouez, vous êtes un gamer. Je rappelle que l'âge moyen des gamers, je crois que c'est 37 ans. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que des jeunes qui jouent, hein, puisque c'est l'âge moyen. Voilà, donc, on peut faire autre chose avec la réalité virtuelle. Il y a des gens extraordinaires. Et si vous avez vous-même des projets, des choses intéressantes, dans ces cas-là, alors sur la pédagogie, on y reviendra la prochaine conférence. Je vous donnerai des trucs pour se dire comment ça marche. Mais si vous dites, j'ai un projet, trouvez, soit vous avez des amis, soit vous m'appelez, soit vous allez voir Sylvie, si elle veut bien, je m'avance un peu, ou peut-être même beaucoup d'ailleurs, mais en disant, j'aimerais bien faire ça, est-ce qu'on peut en parler à quelqu'un? Et donc là, vous avez l'effet miroir, c'est-à-dire que vous dites, vous avez quelqu'un qui va vous dire, ça, moi je trouve pas ça bien, et vous dites, mais si, moi j'aime bien, et ça vous oblige à construire. Hein, c'est le fameux coaching, voilà. Et donc, à partir de là, vous construisez votre histoire. Ce qui est assez génial, c'est que, alors évidemment, on va démarrer par ça. Ce qui est triste à mourir, c'est que tous les experts comptables de la formation vont souffrir. Si on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que normalement il faut faire? La réponse est non, vous n'êtes pas fait pour le numérique. Alors, vous êtes fait ponctuellement, et je vais vous donner un autre truc pour que vous puissiez le faire parce que vous n'êtes pas un créatif. Si vous êtes un créatif de la formation, si vous kiffez la formation, vous dites qu'il y a des trucs géniaux à faire, vous êtes un explorateur, il y a des trucs on peut être numéro un en sortant moi je viens de la province, hein, en sortant d'un lieu dit. D'un lieu dit, je peux être numéro un au monde dans ce domaine-là. Ça peut être génial quand même, à condition que ce soit un lieu dit connecté. Hein. Simplement, qu'est-ce que je dois dire? Si j'ai rien à dire, notez bien que ce soit dans le monde ou dans votre quartier, c'est nul, quoi. Le gros avantage, c'est que vous pouvez vendre dans un marché beaucoup plus large. Et pensez à la francophonie qui est assez extraordinaire, puisque vous avez 300 à 400 millions de francophones dans le monde. Ça veut dire qu'ils sont prêts à vous écouter. Et donc, et une fois que c'est fait, puisque c'est scalable, vous leur vendez à eux. Et ils sont très contents de se dire, moi, je suis francophone, et c'est la France. C'est un titre français. Ça peut être des open badges, si vous créez des badges, parce que votre titre n'est pas RNCP, parce que vous vous êtes dit, laissez tomber tous ces trucs comme ça, qui sont très bien de par ailleurs, il n'y a pas une critique. Voilà. Mais ça veut dire que vous pouvez créer des choses de ce type. Et à ce moment-là, une fois que vous les avez créées, vous les vendez, et les gens vont adhérer. Et aujourd'hui, le numérique, c'est fait que tout le monde peut venir chez vous, et vous pouvez aller chez tout le monde. Donc, comment vous faites? Avant de démarrer, je veux dire, j'ai embêté tout le monde, c'est quelle est ma stratégie? Je me pose. Et je vous donne un truc qui est pas mal.
si vous faites justement pour mixer le présentiel, faire du blended learning, hein, toujours bien de mettre un mot américain quand on n'a pas grand-chose à dire. Dans ces cas-là, un truc qui marche très bien dans les entreprises. Vous faites une formation en présentiel, comme d'hab. Donc, très bien, parce que c'est vous qui le faites. Donc, faites ça très bien. En général, c'est 2 jours. En fait, ça très bien 2 jours, voilà. Donc, vous avez fini. Eh bien, ce que vous vendez, c'est le service après-vente de la formation. C'est-à-dire que vous dites, quand vous vendez la formation, vous dites la formation, vous facturez le prix qui est le vôtre. Et à ce moment-là, vous dites, ce qui serait intéressant, c'est de leur proposer un service après-vente. C'est-à-dire que là, on va leur donner l'envie de le faire, mais peut-être que quand ils vont mettre en œuvre, ils ont besoin d'être accompagnés. Et donc, dans cet accompagnement, il faut une communauté apprenante. Alors, c'est un Slack, un Teams, etc. Hein, donc, ce n'est pas non plus un truc. Mais ça veut dire que vous leur proposez non pas simplement de répondre à leurs questions, mais d'avoir une communauté apprenante. C'est-à-dire que vous alimentez avec des contenus et vous répondez, bien sûr, à toutes leurs questions. Et ça permet de se dire, au lieu de se dire, je fais de la formation, puis après, merci, débarrasser le perché, c'est-à-dire, on fait de la formation et elle est opérationnelle. Eh bien, l'écho que j'ai aujourd'hui sur les organismes de formation qui l'ont proposé aux responsables de formation, les responsables de formation sont très preneurs de ça. Vous ne vendez plus de la connaissance, mais vous vendez de la compétence, puisqu'à la fin, ils le mettent en œuvre et vous les accompagnez jusqu'à la mise en œuvre. Et pour vous, ça ne vous fait pas un gros boulot, parce que simplement, comme c'est une communauté apprenante, vous faites ça le soir, simplement, il faut le faire un peu régulièrement. Vous leur dites, je vous vends un mois après, ou vous faites de l'accompagnement. Et d'ailleurs, notez bien que cet accompagnement vous servira peut-être pour détecter de nouveaux problèmes qui vous permettront de revendre de la formation. Ce que le responsable de formation n'aura pas forcément. Et donc, ça vous permettra de mieux caler avec lui une vraie relation apprenante. Vous voyez, pour ça, l'outil, c'est gratuit, c'est Slack, c'est Teams, enfin, il y en a plein d'autres, hein, tout est bon. WhatsApp, enfin, tout est bien. Mais ça veut dire que le vrai problème, c'est je me pose et je me dis comment j'organise mon histoire, comment je vends mes produits. Et là, ce qui est génial, c'est que comme c'est scalable, une fois que vous avez une histoire, vous faites la même histoire tout le temps, c'est-à-dire que dans toutes les formations présentielles, je propose systématiquement, et c'est le terme que je vous donne gratuitement, c'est le service après-vente de la formation. Et ça marche assez bien. Hein, vous trouvez votre argumentaire, mais ça marche assez bien. Et donc, ça veut dire que vous pouvez multiplier par l'expérience qui avait été faite sur un groupe qui est un petit groupe enfin, sympa de Paris d'ailleurs, plusieurs millions de chiffres d'affaires, c'est que ça a augmenté sur les formations de 30% leur chiffre d'affaires. Donc, ça a levé de croissance qui n'est pas neutre et qui ne demande pas un gros boulot. D'accord ? Alors, je vous arrête, Stéphane. Donc, s'occuper du service après-vente de la conférence. Très bien. Le service après-vente, donc vous allez recevoir un replay à la fin de la formation, enfin de cette conférence. Donc, vous allez recevoir un mail avec le lien. Je remets un petit peu le PowerPoint pour vous indiquer donc toutes les sources numériques qui sont donc dans la présentation que vous recevrez aussi. Hein. Donc tous les liens pour toutes les éléments qui ont été mis en avant donc par Stéphane tout au long de cette conférence. Donc vous les retrouvez. Donc on a précisé tous les liens. Et puis, pour le C2RP, si vous voulez rester en contact avec nous, donc là encore, vous avez les éléments, le C2 Actu, donc qui reprend toute l'actualité, et notamment les prochains webinaires. Hein, je pensais notamment aux questions qui pourraient, je pense, trouver des réponses sur des webinaires sur le blended learning. Voilà, n'hésitez vraiment pas, parce que le prochain, je crois, c'est le 22 octobre. Voilà, nous avons des outils en place, n'hésitez pas, ils sont gratuits. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas. Et voilà, donc merci pour votre présentation. Et puis, la conférence va rester ouverte encore quelques minutes, même si nous allons vous laisser pour récupérer vos questions auxquelles donc on pourrait répondre a posteriori. Merci en tout cas pour votre présentation. Merci pour vos échanges, pour avoir fait justement de ce moment un moment interactif et intéressant. Donc, juste un feedback, Stéphane, pour vous intéressant, dense et rapide. Voilà, donc de l'intérêt autour de cette présentation. Voilà, donc on répond aux dernières questions donc a posteriori, et on vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt, donc pour la suite des conférences ou pour un webinaire du C2RP. Voilà, bonne fin de journée à vous tous. Merci beaucoup à tous. Et puis, vous aurez beaucoup plus d'informations sur la prochaine conférence. Merci.